la télévision, en fait, te fait rentrer dans un état hypnotique au bout d'environ 9 minutes. Hein, tes ondes cérébrales sont modifiées et donc tu es un petit peu comme dans un rêve. Et Mmh. donc là, on va en profiter pour faire rentrer de la propagande. Bonjour Yann Charrier, bienvenue sur Tribune Libre. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en ce jeudi 19 mars 2026. Merci beaucoup Stéphanie de me recevoir. Je suis ravie. Alors, je vais vous présenter de manière très simple. Vous êtes psychologue du travail et des organisations. Mmh mh. Vous êtes diplômé d'État et spécialisé en évaluation psychologique des personnes et des systèmes. Vous pourriez nous décrire en deux-trois mots, sans s'éterniser, votre parcours? Moi j'ai un question. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai arrêté l'école vers 16-17 ans, j'ai eu l'équivalence du bac vers 23-24 ans, j'ai commencé la fac de psycho et j'en suis sorti dans la trentaine avec un diplôme et pas mal d'expérience professionnelle déjà en poche. J'ai travaillé dans ce secteur pendant quoi, à peine 2-3 ans en fait, jusqu'à me rendre compte que j'en avais marre de scier la branche sur laquelle j'étais assise Mmh. et hem et je suis parti chercher d'autres formes d'organisation du travail que, l'entreprise classique, pyramidale. Donc je me suis retrouvé dans des groupes autogérés surtout. Et puis je suis passé à autre chose, autour de 2018-2019, mais le covid est arrivé très vite aussi. Avec ce que j'ai découvert, grâce à ma spécialité, j'ai décidé de remettre les gants et de reprendre, le travail de psychologue et donc j'ai, édité un tout petit livre qui s'appelle «Le très petit guide de survie à la guerre psychologique de 5e génération» pour, avant tout protéger mon enfant et informer les citoyens, de ce qui se passait dans la réalité. Voilà. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour vous? Comment ça Mmh. s'est passé le cheminement psychologique? Ah, OK. Ah. Donc, 2020, je me suis, enfin ma vie avait pas mal été bouleversée et du coup, j'étais dans une situation un petit peu difficile. Au tout début, je pensais que le virus allait vraiment nous atteindre et que les gouvernants refusaient de nous donner des masques, et de nous laisser nous soigner avec des médicaments, comme l'hydroxychloroquine et cetera, qui avaient été interdites à l'époque. Donc en fait, je suis vraiment tombé dans le panneau et j'ai succombé à la stratégie de la patate, comme je dis, parce que c'était vraiment la même stratégie que la pomme de terre. Mmh. Et j'ai déménagé, je me suis retrouvé en face d'une école primaire où je voyais les enfants aller et venir matin et soir masqués, distanciés. Et là, c'est là que j'ai des vieux souvenirs qui me sont revenus et que j'ai commencé à creuser vraiment. Et ce Mmh. que j'ai trouvé m'a tellement remué que j'ai pas dormi pendant plusieurs jours et que j'ai pris sur moi de contacter tous les syndicats de France, toutes les crèches de mon département, sans bien sûr aucun résultat. Donc j'ai continué à creuser et c'est quand je suis tombé sur le petit livre de Barbara Stiegler, de la démocratie en pandémie, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un très, très gros problème. Hem, C'était après le confinement, le premier, que vous avez alors pris conscience de tout ça? oui, tout à fait, c'est quand on a commencé à masquer les enfants. Ça a été le déclic? Ça a été le déclic. Ça m'a rappelé des vieux souvenirs, les vieux souvenirs de Naomi Klein. Parce que j'avais, il y a de quoi 10 ans, 15 ans, j'avais vu, le documentaire tiré du livre, de La La stratégie du stratégie choc. du choc? Tout à fait et dedans, il y a une petite image qui dure 2 secondes, de scènes de torture à Guantanamo Bay, la prison militaire américaine à Cuba et c'est là que j'ai fait le rapprochement, quoi. D'accord. On va justement, je vais mettre en ligne, ce diaporama très complet que vous Mmh, m'avez fourni très gentiment. super. Voilà la couverture du livre, le petit livre noir de Mmh. compréhension de ce qu'on a vécu. Ouais. Voilà, on peut se le je mettrai tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. On peut le commander de quelle façon d'ailleurs? Alors, je n'ai pas trouvé d'éditeur avec qui ça le fasse pour l'instant, donc on peut le commander très simplement sur mon site letrèspetitguide.fr pour, 6,99 € plus les frais de port, ça fait 10 balles, ça fait 9,99 €. Mmh. Mais, j'ai décidé de rendre le PDF gratuit, donc si tu veux bien mettre le PDF
le lien pour le PDF dans la description, les gens Oui, pourront le télécharger gratuitement. le lien est dans le descriptif, vous pouvez le trouver, C'est effectivement. super, c'est Voilà. super. Hem, donc très vite, avec ses enfants dans une école, maternelle, c'est ça? Ou élémentaire, masqués, Élémentaire, ouais. ils étaient masqués toute la sainte journée Mmh. et il y avait des mesures de distance aussi entre eux? On les voyait, Oui, tout à fait, oui, ils étaient distanciés, masqués, heu, comme partout en France, comme dans toutes les écoles en France. les Heu, images qu'on a pu voir sur certaines photos qui paraissent même, surréalistes, en fait. ah oui, c'était vraiment, la 4e dimension, ça n'avait plus rien de concret et même ça n'avait, au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que les protocoles sanitaires n'ont jamais été sanitaires. Pour moi, ce sont des protocoles psychologiques. Mais on On va en va parler. on va en parler en profondeur, je Oui, en pense. tant que psychologue, vous reconnaissez bien les mécanismes à l'œuvre, heu, Ah oui. sauf que là, ça semblait être pour notre bien. Quand on te fait du mal, c'est souvent pour ton bien. Donc Sinon, tu refuses ou tu résistes. Mais là, il était nécessaire que la population adhère, aux nouvelles, à tout ce qui allait se passer et donc pour que la population adhère, il fallait leur dire que c'était pour leur bien. De la même façon qu'un parent pervers, va taper son enfant et lui dire, «Mais c'est parce que je t'aime que je fais ça, c'est pour ton bien, tu comprends?» De la même façon, le gouvernement agit de la même façon, oui, tout à fait. d'accord, donc c'est une manipulation basique. Oui, c'est assez basique, mais c'est comment dire? Il faut comprendre, à mon avis, moi j'ai voulu, écrire ce livre, et diffuser ces informations pour que les gens comprennent vraiment les méthodes. Parce qu'une fois qu'on a compris la méthode, peu importe, sur quel sujet on l'applique, on y devient hermétique. Notre, capacité de défense mentale augmente et on se laisse beaucoup moins avoir. Mais on peut quand même se laisser avoir. Moi, je suis tombé dans le panneau à un moment. Au Donc début. Mmh. On voilà. peut dire que c'est l'émotion qui écrase la raison? Heu Je ne me sentais pas forcément très ému par le sujet. Je juste, non, j'avais pas, j'étais pas assez renseigné pour comprendre qu'il y avait, une fausse pandémie. C'est tellement gros que plus c'est gros, plus ça passe. Qui Exactement. pourrait imaginer qu'on puisse déclarer une fausse pandémie au niveau mondial? Je veux dire, c'est quand même, ça me Heu, semblait science-fictionnel à l'époque. bien sûr, aujourd'hui, on a des débuts de réponse, très factuels dans les Oui, dossiers Epstein, oui, oui, tout à fait, oui. puisqu'on voit les échanges entre Bill Gates, Ariane de Rothschild, Mmh. Epstein, sur ces préparations, pandémiques. Oui, tout à fait. On a un meilleur, visuel également sur où va l'argent, ce qui est quand même le nerf de la guerre et par exemple, dans ce que nous explique Corinne Lalo dans son dernier livre et ses interventions, c'est vraiment d'où part l'argent, c'est-à-dire de nos poches à nous et où est-ce qu'il arrive et il n'arrive pas uniquement, dans les hôpitaux et dans les vaccins. Donc cette première diapositive nous montre un sondage, donc qui Mmh. apparaît, dans Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Tout à fait. Il date de combien de temps à peu près ce sondage? Bah, c'était, avant que C8, De ferme? ne ferme et Mmh. donc ça fait 1 an ou 2 ça. Ça fait Mmh. 1 an, je dirais, 1 an à peu près et donc il y a 1 an, apparemment selon ce sondage, il y aurait 94 des Français qui estiment qu'ils avaient été manipulés pendant le covid. La question que je pose, moi, c'est: «Comment est-ce qu'on les a manipulés?» Voilà. Très bien. Alors on va voir ça ensemble. Comment a-t-on pu les manipuler et manipuler même, je crois 65 pays ont appliqué, les mêmes mesures? J'ai pas le chiffre exact, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les pays qui ont appliqué les mêmes mesures, sont des pays qui ont, une grande capacité de nudge, on expliquera ce que c'est, Oui, et ce sont également des pays qui, sont en contact avec des relais organisationnels, c'est-à-dire, je pense là à McKinsey, par exemple. Hein, exactement. on a vu que McKinsey a aidé de nombreux pays. C'est ce que j'ai vu, hein, 65 pays avaient la même feuille de route, signée McKinsey. Voilà. Voilà. Stratégie du choc, un livre qu'on vous recommande également. C'est vraiment une bible de la Mmh, manipulation, par les gouvernements, hein. tout à Voilà. fait. Choc, beh, je vous laisse commenter. Choc psychologique, nous sommes en guerre, prononcé 6 fois par, le président français Emmanuel Macron.
Ben, c'est quand je n'écoute pas les discours d'Emmanuel Macron en direct. Mmh. C'est un truc, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Par contre, je me renseigne éventuellement le lendemain ou le surlendemain, pour Mmh. savoir qu'est-ce qui s'est dit. Et quand j'ai appris, dans mon village que ce monsieur avait répété 6 fois: «Nous sommes en guerre», là, ça m'a sauté à la gueule que c'était la stratégie du choc. Mais je n'avais pas deviné les plans de ce qu'on appelle de ce que certains appellent les mondialistes. Par contre, j'ai compris tout de suite que c'était la stratégie du choc pour nous effrayer et faire passer quelque chose, mais je n'avais pas compris ce que c'était à l'époque. Donc dans le discours, on peut se rendre compte que nous sommes en guerre, c'est pas au début du discours, c'est pas à la fin du discours, c'est au milieu du discours. Pourquoi? Parce que c'est au milieu du discours, un discours très long, hein, un discours de 30 minutes, c'est extrêmement long. Au milieu du discours, c'est-à-dire entre, à partir de 9 minutes à peu près, notre cerveau commence à se mettre en veille et on devient un petit peu hypnotisé devant la télé. Mais peu importe que ce soit devant un discours de Macron ou, devant une série télé, ça ne change absolument rien. Et donc on devient beaucoup plus suggestible. Les informations rentrent beaucoup mieux dans notre inconscient. Et il faut savoir que la personne qui a écrit ce discours est une personne qui est qualifiée en mentalisme, c'est-à-dire en technique, pour te faire passer des choses dans ton inconscient sans que tu t'en rendes compte. Qui est-ce? Et bien justement, j'ai perdu cette information et je n'arrive plus à la retrouver, curieusement. D'accord. Je Ça semble avoir disparu d'internet. Ah, Si carrément, ça a jamais été effacé? je suppose, moi je n'ai pas retrouvé cette information, c'est dommage. Je m'en veux un peu de ne pas avoir fait assez de captures d'écran à l'époque. D'accord, c'était quelqu'un d'accord. Voilà. Et donc, avec ce discours, ça va permettre de choquer la population, hein. C'est important de choquer la population. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est choqué, déjà d'une part, on est un petit peu comme, on notre cerveau ne réagit plus très bien et on devient beaucoup plus suggestible. Mmh. Et après la phase de choc, on est un peu en hébétude, on ne sait plus trop et là, c'est le bon moment pour modifier les gens, pour les conditionner et les normaliser. Là, j'ai marqué renormalisation, mais c'est, ce qu'on appelle les processus de normalisation, dont on parlera plus tard. Donc rendre la personne suggestible pour modifier son comportement et modifier ce qu'elle pense. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a aussi, été choisi, bon, peut-être à la fois pour sa psychologie particulière, mais aussi pour son physique? Ce que je veux dire, c'est que, il a ce regard fixe, très clair que pourrait avoir un mentaliste, justement. Est-ce que c'est un acteur choisi sur mesure? Alors, j'ai remarqué qu'il clignait pas beaucoup des yeux, ce qui est assez curieux. Mais les méthodes de recrutement, à ce niveau-là sont très particulières. Moi, je ne suis pas expert en recrutement dans ces, zones politiques. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas en envoyant son CV à l'Élysée qu'on peut être président. D'ailleurs, pour le job le plus important de la France, on ne publie pas le CV du candidat, on met une belle affiche. Par contre, si tu cherches un boulot, bas de gamme payé au SMIC, là, tu dois montrer ton CV. Donc ça, c'est une question de processus de recrutement, la question de savoir qui on va mettre à cette place. Donc c'est un petit peu un jeu de pouvoir entre la personne qui veut aller à cette place, c'est-à-dire par exemple Emmanuel, et qui va le recruter. Là, je pense tout de suite à Gabriel Attal qui a été adoubé Premier ministre après être passé, dans des cercles, dans des think tanks, bien particuliers. Je n'ai plus en tête malheureusement les personnes qui l'ont adoubé avant qu'il devienne Premier ministre, ce cher Gabriel Attal. Mais je crois qu'il est Mais passé par Bilderberg, notamment. Bilderberg, voilà, c'est ça. Et après Bilderberg, c'est bon, il était validé. Donc là, c'est une question de processus de recrutement, mais à mon avis, si ça n'avait pas été Emmanuel Macron, ça aurait été n'importe qui d'autre. C'est pas le plus important, quelle est la marionnette qu'on va mettre au pouvoir. L'important, c'est que cette marionnette soit une bonne marionnette. Et c'est vrai que à ce niveau-là, il remplit assez bien son rôle, il ment plutôt bien, ça va. Il a le physique et la psychologie adéquate. Ben, je pense, hein, il présente bien, on l'a vendu comme un jeune homme dynamique, de 39 ans et demi, bon, après pour tout, vous avouer, quand j'ai vu, l'étendue de la couverture médiatique en 2016-2017, avant les élections présidentielles, moi personnellement, je pensais, que c'était ce personnage curieux qui allait être élu président parce qu'il avait le soutien de la presse et donc ça ne se fait pas tout seul, hein.
Et il y a eu l'affaire des costumes de Fillon qui a permis de libérer la route. Oui, ben, après il faut éjecter les autres candidats, ça c'est la routine, classique. On avait vu le coup avec, DSK par exemple, qui a été éjecté, très facilement pour, viol. Mmh, Que ce soit vrai ou pas, moi c'est vraiment pas mon problème. mmh, Mon problème, c'est que d'habitude quand, des riches et des puissants violent des personnes, qui sont issues du bas de la société, j'ai envie de dire, mmh. sont rarement inquiétés. Donc pourquoi ce traitement à 2 vitesses? Parce que quelque part, des gens, des organisations, y trouvent leur intérêt. Voilà. Donc là, on a recruté un jeune banquier aux dents longues et qui s'avère, ce que disent, certaines personnes, qu'il est très séducteur. Je suis pas tombé sous son charme, mais apparemment, c'est quelqu'un qui séduit facilement ses clients quand il était encore à la banque Rothschild. Mmh. D'ailleurs, c'est pas le premier président qu'on a qui vient de Rothschild puisque Pompidou était déjà un ancien Rothschild. Oui, Et ce qui a permis apparemment, c'est une tradition. de faire passer en 73 la loi Pompidou-Rothschild, qui fait que nous sommes enchaînés à la dette Mmh. et les intérêts donc payés, à la banque Rothschild. Voilà, donc on se rend compte que c'est les mêmes lobbies, les mêmes banques, les mêmes puissances qui vont orienter la présidence de la République, qui va décider du sort de la France. Alors je vais vous lire quand même ce que me dit Gemini sur, qui a écrit le discours «Nous sommes en guerre» d'Emmanuel Macron. Donc il me cite Jonathan Guémas, c'était la plume officielle d'Emmanuel Macron en 2020, conseiller spécial chargé des discours et de la stratégie. Il est le principal architecte des allocutions présidentielles durant la crise du Covid-19. Emmanuel Macron lui-même, il est connu pour s'impliquer énormément dans ses textes. Pour ce discours historique, il a personnellement validé et insisté sur la métaphore guerrière afin de marquer les esprits et de justifier le confinement total de la population. Le cercle de validation, le texte n'a pas été écrit en vase clos, il a été ajusté jusqu'à la dernière minute en collaboration avec un Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui veille à la cohérence politique et technique des annonces. 2. Le conseil scientifique. Les données sanitaires transmises par les experts ont dicté le contenu factuel et la gravité du ton. 3. Brigitte Macron. Le président lui soumet souvent ses discours pour tester la clarté et l'impact des mots auprès du public. L'expression «nous sommes en guerre» a été choisie pour créer un électrochoc. Après un premier week-end de soleil où les Français s'étaient massés dans les parcs malgré les recommandations, l'exécutif a estimé qu'une rhétorique martiale était nécessaire pour obtenir une discipline immédiate. Voilà, le saviez-vous, avant Jonathan Guémas, les discours de début de mandat étaient principalement rédigés par Sylvain Faure, qui avait quitté ses fonctions en 2019. Voilà l'affaire. Bien, merci pour cette information. J'essaierai de creuser un petit peu, là-dessus un peu plus tard. Mmh. Et donc on a été, soumis à un choc, à un électrochoc, comme tu dis, dans le but de modifier certaines choses. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut continuer à appliquer le plan parce que depuis quelque temps, on se rend de plus en plus compte que tout ça était prévu un petit peu à l'avance quand même. Bien sûr, il s'agit d'ingénierie sociale, on est d'accord? C'est-à-dire l'ingénierie sociale, c'est une science. Les ingénieurs sociaux étudient Ouais. comment arriver à modifier le comportement des masses. Le comportement, la pensée, en fait, l'ingénierie sociale, c'est modifier la société pour avoir un résultat concret. Par exemple, moi je fais la différence entre des mouvements d'ingénierie sociaux, par exemple là ça a été un gros move d'ingénierie sociale, mais également des pièces d'ingénierie sociale qui structurent notre société. Par exemple, l'éducation nationale, c'est une pièce d'ingénierie sociale. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est juste un outil. L'hôpital, avant ça n'existait pas, on l'a mis au point, l'hôpital public, hein, j'entends, on l'a mis au point, on l'a opérationnalisé, on a créé des hôpitaux, et cetera. Et ça, c'est une pièce d'ingénierie sociale. D'accord, la question c'est est-ce que c'est bienveillant ou malveillant? Alors la question, c'est, quel est l'intérêt? Pour qui, à qui servent ces intérêts? Est-ce que c'est bienveillant, malveillant? Mais pour moi, la question, c'est surtout qui décide? Si c'est toi qui décides de l'ingénierie sociale qui est appliquée dans ton pays, ce qu'on pourrait appeler une démocratie, alors probablement que ce sera positif pour toi. Mais si c'est une tierce personne qui n'est pas issue de la même caste sociale, qui de toute évidence a des intérêts contraires aux tiens, qui décide de cette ingénierie sociale, probablement que ce sera négatif pour toi et tes enfants. Tout à fait. C'est c'est une question de pouvoir. Donc la L'ingénierie so question de la désorientation qui Voilà, fait partie donc du jeu.
Bah, c'est un des prémices, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est choqué, on va essayer de te désorienter. Donc, comment est-ce qu'on peut désorienter les individus? En modifiant les règles tout le temps, en mettant du fléchage au sol, en modifiant les codes sociaux et les normes, de façon mais il faut modifier ça souvent, hein. Il faut vraiment que la personne, d'une semaine sur l'autre, ne sache plus, où aller. En ce qui Ça, ce sont des méthodes qui sont issues notamment des camps, de concentration nazis, hein. C'est pour ça qu'on a vu très peu de rébellions, parmi les victimes du nazisme dans les camps, parce qu'ils étaient trop occupés à essayer de suivre les nouvelles règles pour ne pas mourir. Et là, en effet, si on ne suit pas les bonnes règles, on va mourir, on va tuer des gens. Si on n'applique pas les protocoles, comme il se doit, par exemple, là, j'ai mis une petite illustration avec 4 niveaux de protocole à l'éducation nationale, donc dans les classes. Quand tu es, professeur d'école avec, 30 enfants et que tu as ça en plus, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'en sortir. Mmh. Donc, tu vas utiliser beaucoup d'énergie cognitive pour pouvoir faire face à ce changement qui est tout le temps. On va éliminer la routine, parce que la routine, c'est quelque chose d'important pour l'être humain. Ça nous permet ça nous permet de pouvoir économiser de l'énergie mentale. Le matin, quand je me réveille, j'allume ma routine et au bout d'un moment, je me retrouve dans ma voiture en train d'aller au travail. Je suis en mode automatique, j'ai pas besoin de réfléchir, ça se fait quasiment tout seul. Par contre, si tous les matins, il y a un problème et je dois changer, la recette de mes tartines ou mes habits, ma voiture, si c'est très compliqué le matin, ça va me demander beaucoup d'énergie mentale. Là, on doit s'adapter tout le temps, ce qui permet, la désorientation permet aussi à l'individu de mieux s'accrocher aux règles. C'est-à-dire que c'est comme si ton cerveau tombait en chute libre et là, tu te raccroches à la première branche qui passe, bam, ça va être les protocoles sanitaires et c'est rassurant. Mmh. Par exemple, les fiches d'auto-autorisation ont permis aussi de désorienter les sujets. Il faut savoir que ces fiches ont été mis au point par des psychologues, hein. C'est pas innocent, quoi, les questions qu'on te pose là-dessus, et ça a permis également de déplacer la fameuse fenêtre d'Overton parce que tu as été amené à te poser des questions que tu ne te posais pas avant. Mmh. Est-ce que j'ai le droit de sortir de chez moi? Est-ce que j'ai le droit d'aller faire pisser mon chien? Est-ce Mmh. que j'ai le droit d'aller voir ma maman? Ou mes amis? Ou est-ce que j'ai le droit d'aller au travail? Ce genre de questions, tu ne te les posais pas et maintenant tu te les poses. Donc on a décalé la fenêtre d'Overton et on va continuer à la déplacer pour arriver là où on veut. Pareil, les confusions d'identité sexuelle et d'identité de genre, ça peut être très désorientant pour des personnes, notamment des très jeunes. Dans la désorientation, on avait évidemment un élément important pendant le Covid, c'était ce qu'on appelait les injonctions contradictoires. Mmh. C'est-à-dire on nous disait blanc puis noir et puis on nous disait des choses assez folles aussi, le café debout, assis, les plages, dynamiques, tout ça, ça a été quand même une espèce de d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Oui, oui, tout à fait, c'est de la désorientation psychologique ou psychiatrique, on appelle ça comme on veut. C'est le travail inverse qu'on pourrait, faire dans un hôpital psychiatrique où au contraire, on va essayer de réorienter la personne, enfin qu'elle soit moins désorientée, en lui posant des routines, des choses stables et en la rassurant. Là, c'est tout l'inverse. Et C'est en fait tout l'inverse d'un soin psychologique. c'est l'inverse d'un soin psychologique. C'est important qu'un psychologue le dise avec sa pratique, son expérience. Donc l'idée, ça a été de semer la confusion dans les cerveaux et qui finalement se sont raccrochés à tout et n'importe quoi. C'est ça. Quand tu as peur de mourir et que les règles changent tout le temps, tu te raccroches à ce que tu peux. Voilà, Et c'est du ça. coup, après Mmh. cette période de désorientation, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire reprogrammer les gens, ce qu'on appelle les conditionner, hein. Tout ça fait penser aussi aux travaux de d'Hannah Arendt, cette grande philosophe qui parlait de voilà, d'un monde dans lequel, le vrai et le faux se confondent et finalement, les sujets ne savent plus à quoi se raccrocher. C'est la confusion entre le vrai et le mensonge. Oui, tout à fait. Il Mmh. faut alors mentir, c'est bien, mais si on arrive à gommer la frontière entre la vérité et le mensonge, comme tu dis, on est complètement désorienté. Donc désorienter les gens, ça c'est un classique apparemment des systèmes totalitaires et ça va permettre après de les remodeler pour les amener là où on veut. Du coup, la question c'est, on nous a normalisés, on nous a renormalisés, on a modifié notre comportement et notre façon de penser, mais pour nous faire quoi? Mmh mh. Voilà, donc à mon avis, un des pions, qui a été important
dans cette histoire, c'est les protocoles sanitaires. Parce que, comme je te le disais, en introduction, ces protocoles n'ont jamais été sanitaires. Pour moi, ils ont toujours été psychologiques. Et donc là, c'est ce que je voudrais expliquer. Qui est ce Donald Hebb? Alors, docteur Donald Hebb, c'est un docteur spécialisé en neurosciences dans les années, 40, un mec très brillant. Mmh. Apparemment, il aurait révolutionné l'approche neuronale, du cerveau parce qu'à l'époque, on pensait, par zone, la bosse des maths et cetera, mais ça ne fonctionne pas comme ça, bien sûr, il y a des neurones. Mmh. Et donc en 1951, il va être contracté à l'université McGill pour faire des recherches spécifiques en psychologie expérimentale sur les effets de la privation sensorielle. Donc ces recherches ont été financées bien sûr, notamment par la CIA et par par la fondation Rockefeller à l'université McGill au Canada. Donc à l'époque, Donald Hebb commence ses recherches, mais peut-être qu'il ne se doutait pas vraiment de où ça l'amènerait. Ah oui, Pardon. oui, ça lui a échappé à un moment donné. Ben, ça lui a échappé et puis surtout, 2 ans plus tard, il décide d'arrêter. Ses recherches sont reprises par, le docteur, Cameron, un fameux psychiatre, de l'époque Mmh. et quand il a compris, ce qu'il faisait, en fait, il a décidé d'arrêter, mais ses recherches ont été reprises. De toute façon, personne n'est indispensable. On peut utiliser un autre scientifique, pour faire ses recherches. Oui, les idées n'appartiennent à personne, on va dire. Tout à fait. C'est les financements qui appartiennent à quelqu'un. Mmh. Je voulais qu'on explique ce que c'est que la fenêtre d'Overton. On peut dire que c'est ce qui est rendu comme acceptable, auprès du grand public? Oui, c'est ce que tu peux entendre, ce que je peux entendre. Très Tout bien. simplement. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre, donc pour les rendre entendables, il faut un travail préparatoire. Donc c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est, la mire, sur laquelle tu peux viser pour attaquer le citoyen. Mmh. Je voulais en profiter pour citer cette, très belle citation d'Hannah Arendt que j'évoquais tout à l'heure, je l'ai retrouvée. «Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger». Mmh. Bien sûr, tu peux pas juger sur ce que tu ne peux pas croire ni comprendre. Moi, j'aime beaucoup cette citation, je la trouve, très à propos. Hem et je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre, ce que raconte Hannah Arendt à une époque, donc c'est quand même il y a plus de 50 ans, et ce que Mmh. nous avons vécu il y a 5 ans. Oui, on peut dire qu'elle avait déjà tout compris. Quasiment. En quoi consistent les recherches du docteur Donald Hebb? Là, j'en ai fait un tout petit résumé. Donc j'ai divisé, intentionnellement ces méthodes en plusieurs phases au niveau de l'intensité. C'est-à-dire là, je commence par la phase 4, c'est la phase sur laquelle travaille le docteur Hebb en laboratoire de psychologie. Donc, quelle est cette procédure et quels sont les effets? Mmh mh. Donc, on va prendre le sujet. Mmh. Bon, à l'époque, ce sont des étudiants volontaires. La procédure est la suivante. On leur bouche les oreilles, ils ont les yeux bandés, les mains capitonnées, ils portent des chaussures, ils ne peuvent pas bouger non plus. Donc, c'est de la privation sensorielle. On lui enlève la vue, on lui enlève l'audition, on lui enlève le sens du toucher, mais on lui enlève également la synesthésie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger, donc il ne sent plus son propre corps au bout d'un moment. Et la méthode de coercition pour que le sujet adopte le comportement voulu, et là je dis bien comportement, c'est de le ligoter. Parce que bien sûr, si on ne te ligote pas sur un lit, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, tu vas commencer à bouger, même si tu ne fais pas exprès. Mmh. Il faut savoir que dans ces conditions, il y a personne qui tient 48 heures. Tu deviens fou avant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le sujet, complètement dans le noir, dans l'obscurité totale, va commencer à être assailli par ses projections inconscientes, ses démons, si on veut. Et donc là, tu vas être seul dans le noir à te battre avec ta propre psyché et tu vas devenir fou très, très vite. Et quand je dis fou, c'est vraiment fou. Tu vas péter un plomb. Et donc c'est très efficace. Ce qu'on sait aussi, c'est que donc ces expériences commencent en 1951 et en 1953, elles vont être réintégrées a posteriori dans, le programme MK Ultra. Donc, le programme de domination psychologique, j'ai envie de dire. Comment faire pour, remodeler la personnalité, la psyché d'un individu pour pouvoir le contrôler. Mmh. Bon, ensuite, il y a eu
D'autres essais, par exemple, on te met en combinaison totale avec un masque et cetera. C'est aussi de l'isolation sensorielle. Quand on voit, ces images, d'enfants chinois en 2020 qui sont en combinaison totale, moi ça me fait étrangement penser à ces images. C'est la même chose, mais à l'école primaire. Donc si on redescend d'une intensité, Mmh. on va s'apercevoir que, si on va beaucoup plus tard, on va s'apercevoir que les mêmes méthodes sont utilisées, heu, dans l'époque contemporaine. Là notamment, c'est à la prison de Guantanamo Bay à Cuba. Donc, quelle est la procédure? Oreilles bouchées, yeux bandés, mains capitonnées, distanciation sociale, environ 2 mètres, pour que les individus ne se touchent pas et qu'ils n'aient pas accès à leurs, sensations cutanées. C'est pour ça qu'on leur met des moufles. Ils ne peuvent pas se toucher eux-mêmes. Mmh. Et la méthode de coercition pour qu'ils se laissent faire, c'est de leur mettre des menottes. Parce que bien sûr, ils ne se laisseraient pas faire si on les menottait pas. Donc on s'aperçoit que ce sont les mêmes méthodes qui sont appliquées en 2001 ici à la prison de Guantanamo Bay à Cuba. Ces méthodes d'isolation sensorielle sont connues, dans le monde entier, mais uniquement par des très peu de gens. On va continuer à dérouler un petit peu pour mieux comprendre. Là, c'est ce que j'appelle la phase 1, c'est-à-dire que c'est la même méthode. On voit d'ailleurs que les prisonniers ont des lunettes autour du cou, c'est-à-dire qu'on peut leur mettre et leur enlever pour leur boucher le regard. Et là, la procédure devient très simple. C'est un masque chirurgical bleu et une distanciation sociale d'1,50 m. C'est tout. Et ça constitue une méthode de torture psychologique. C'est-à-dire que c'est de l'isolation sensorielle à faible niveau, heu et ça va permettre de, comment dire? Détruire la psyché des détenus. D'ailleurs, Julian Assange en parle très bien. Après qu'il ait été libéré de sa prison, il expliquait comment on peut utiliser ce genre de méthode, notamment à côté de dans la cellule d'à côté, il avait un monsieur qui, lui, était exposé à une climatisation, usée, une vieille clim qui marchait mal et qui fait donc beaucoup de bruit blanc et donc au bout d'un moment, tu as ce grésillement permanent et tu ne t'entends même plus parler, hein. C'est le fait de couper la personne de ses propres sensations et donc là, encore une fois, il y a une méthode de coercition pour forcer le sujet à adopter le comportement voulu, ce sont des menottes. D'accord? Sinon, il ne se laisserait pas faire. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'a choqué quand j'ai vu les enfants masqués distanciés. C'est de ça que je me suis rappelé. Donc j'ai continué à fouiller. Et oui, je Tu dis t'écoute. c'est un niveau bas, donc forcément ça va être acceptable pour la population parce qu'on ne voit pas la mauvaise intention derrière. En fait, c'est fait de manière graduelle, lente Mmh. mais efficace. Tout à fait. C'est, comme de l'homéopathie pour détruire ta psyché, hein. Je suis tombé sur une étude qui s'appelle Corona Children Studies, publiée en 2020, l'étude Coqui, donc sur, à peu près 25 000 enfants. On se rend compte qu'au bout de 4 heures par jour, 60 des enfants développent des troubles de la dépression, pour 4 heures par jour de ce traitement. Or qu'on sait que chez nous, les enfants étaient masqués, 8 à 10, 12, des fois plus, 14 heures dans les internats, des fois dans les internats de 7 heures du matin à, 23 heures, étection de la lumière. Donc dans ces conditions-là, c'est peut-être de l'homéopathie, mais comme c'est tout le temps, tous les jours, ça va créer de graves problèmes au niveau de ta psyché, mais également au niveau du corps social, au niveau du groupe social dont tu fais partie. Parce que là, nous sommes en train de parler, c'est pas facile la communication, mais quand on est masqué, distancié, la communication dans le groupe devient plus difficile, que ce soit le groupe familial, le groupe professionnel ou le groupe des copains. Et donc, vu que la communication va être plus difficile, notamment à propos de toutes ces choses qui sont fines, qu'on appelle les émotions, les sentiments, alors ça va créer des dysfonctionnements dans les groupes au niveau de la communication. Ça va être un vrai problème. Mais revenons un peu sur le psychisme de la personne. Là, ce sont des méthodes qui sont faites pour détruire le psychisme de la personne. Et curieusement, si on regarde une école en France, ce sont exactement les mêmes méthodes. Procédure, masque chirurgical ou alors du fait maison, distanciation sociale d'environ 1,50 m et pas de menottes. Donc, s'il n'y a pas de menottes, c'est que c'est pas de la torture. Faux. Parce que les menottes, elles ne sont pas physiques, elles sont psychologiques. D'accord? C'est tout ce qu'on vous a raconté, la culpabilité d'être la cause du décès des êtres chers, mais également les punitions, les menaces, l'exclusion du groupe et même, de temps en temps, de la violence physique ou voire même de la violence économique, hein. Une amende à 135 €. Moi, je connais des gens qui, c'est leur budget de nourriture pour le mois.
Mmh, mmh mh. Donc si tu regardes tes enfants tout un pendant un mois entier avoir faim et ne pas remplir le frigo, Oui. c'est un gros problème. Il y a aussi une menotte qui était très forte, c'était la peur du virus. Oui, mais je me base plus sur, les critères sociaux de la vie normale, c'est-à-dire, qu'en fait l'exclusion du groupe, le fait de se sentir exclu d'un groupe pour un être humain, c'est très douloureux. Oui, C'est une des sensations les plus douloureuses mentalement et on peut même la ressentir physiquement, hein. Pourquoi? Parce qu'on est programmé comme ça depuis longtemps. L'être humain est fait pour vivre en groupe. on dit que c'est un animal social. Et oui, sans quoi, nous ne sommes pas des lions, nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de crocs, nous ne sommes pas des machines à tuer et on a besoin de, nos concitoyens pour survivre, dans la vie de tous les jours, que ce soit il y a 10 000 ans ou que ce soit maintenant. Je ne suis pas capable de, fabriquer une voiture, fabriquer des chaussures, fabriquer un ordinateur pour discuter avec Stéphanie. C'est pas Mmh. possible. Donc on doit se réunir, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous les êtres humains, c'est pour ça qu'on est aussi communicatifs. À partir du moment où on brise les groupes, à partir du moment où tu es exclu du groupe, tu risques de mourir. Oui, on est interdépendants malgré tout, les Tout uns à des fait, autres. tout à fait. Et donc, on s'aperçoit que c'est les mêmes méthodes. Mmh mh. Donc si c'est les mêmes méthodes, ça va donner les mêmes résultats. Évidemment, voire même pire quand c'est sur des enfants, hein. On a eu de nombreux témoignages de personnes âgées dans les EHPAD qui étaient traitées de la même façon et qui se sont laissés mourir de chagrin, hein, Mmh. qui ont arrêté de boire, qui ont arrêté de manger, qui se sont laissés mourir. Ça prend des jours et des jours, Mmh. hein, c'est affreux comme mort, quoi. Mmh. Donc là, moi, je parle principalement des enfants parce que j'avais, travaillé là-dessus pour protéger mon propre enfant. Quand j'avais compris que mon enfant, était en train de se faire torturer dans l'école d'à côté, est-ce qu'on peut rester sans rien faire? Non, mais là, les parents ont accepté en masse parce qu'ils ont pensé Oui, que c'était pour les protéger, pour le bien de leurs enfants. oui, C'est ce qui a fait accepter, oui, ces tout à fait. ces mesures assez ridicules maintenant avec le recul. Tout à fait. Ça a été important que la population c'est l'adhésion de la population. Donc c'est pour ça qu'on ne te propose pas ça comme méthode de torture psychologique, mais comme méthode de soins physiques. C'est important de valoriser les comportements qui te font du mal, sinon tu ne le fais pas, Il bien faut sûr. créer l'adhésion, en Faut fait. créer l'adhésion et c'est pour ça qu'on va utiliser beaucoup des techniques de nudge et du renforcement positif, du bénéfice secondaire pour te féliciter d'avoir pris la bonne décision. Le nudge, ça veut dire coup de coude, Ouais, coup de coude, incitation, pas dans le sens, pas violent. boxe thaïlandaise, Non, mais pas dans le sens, un petit coup de pouce, un petit coup de coude pour t'aider à prendre la bonne décision. c'est ça. Voilà, mais on va approfondir sur le nudge après si tu veux bien. Oui, Et donc là, on se rend compte que c'est la même chose et donc les résultats vont être les mêmes. En psychologie expérimentale et en psychologie comportementale, on a cette équation de base, c'est R égale FPS. Ça veut dire que le résultat va être fonction de la situation et de la personne. Donc la personne, c'est soit un détenu, soit un enfant et la situation, c'est une situation de torture psychologique. Donc le résultat va être le même, c'est-à-dire des symptômes très graves au niveau mental, mais qui vont nous amener même jusqu'à des symptômes physiques, qui peuvent être même le suicide, hein. On a vu une explosion des suicides à cette époque, c'est pas pour rien, parce qu'on c'est de était la ma c'est de la maltraitance de masse. bien, c'est ce que je pensais, mais au vu de ces éléments, moi j'ai décidé d'essayer de redéfinir ce qu'étaient les protocoles sanitaires et je pense qu'on va arriver sur cette définition très vite. Là, c'est juste une petite citation du docteur Donald Hebb. Quand on compare les 2 photos, pour moi, ce qui change, c'est juste la couleur des masques et des habits. C'est exactement la même chose. Je n'avais aucune idée quand je suggérais cela, c'est-à-dire de faire des études sur l'isolation sensorielle, quelle arme vicieuse, quelle arme potentiellement vicieuse cela pouvait être. Hein, c'est vrai que c'est très vicieux et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Pour moi, c'est une expérimentation psychosociale de masse, de méthode de torture psychologique de niveau militaire. Voilà, c'est plus que de la maltraitance. C'est de la torture psychologique de niveau militaire. Pourquoi je dis de niveau militaire? Parce que les militaires sont les meilleurs, hein. Mmh. Pour, torturer ou pour tuer, les militaires sont les meilleurs. C'est pas tout ce qu'ils savent faire, mais quand même, ce sont des professionnels.
Moi, j'aurais pas pu imaginer ça, je suis pas assez bon. Je D'ailleurs, il y a beaucoup d'expérimentations, qui viennent, du monde militaire finalement. bien, curieusement, ces méthodes de torture sont utilisées, dans une prison militaire qui est sous l'influence du Department of Defense et on sait que, les injections expérimentales Covid qui nous ont été vendues ont été en partie développées par le Department of Defense des États-Unis d'Amérique, Une le agence qui DoD. s'appelle la DARPA. Le DoD et dans le DoD, il y a une agence qui s'appelle la DARPA. Mais, Mmh. c'est juste pour dire que, ça vient un petit peu du même endroit. Donc on pourrait se poser la question, comment ça se fait que le département de la défense, se mette au point des vaccins ou contribue à des vaccins? Moi je généralement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a Le monde militaire a toujours, plusieurs temps d'avance sur nous et mmh une opacité intéressante. On sait qu'internet, par exemple, a commencé à voir le jour dans les milieux militaires. oui, tout à fait, c'était un projet militaire à la base Mmh et mh, ça a été, étendu à la population civile. Mais qui mmh. garde la main? Qui garde le contrôle? Où sont les meilleurs experts? Probablement dans le secteur des militaires, bien sûr. Mmh mh. C'est important d'avoir une longueur d'avance quand on fait la guerre, de toute façon. Bien sûr. Mmh. Donc voilà, pour moi, je redéfinis les protocoles sanitaires comme une expérimentation de torture psychologique sur nos enfants, sur nos aînés et sur nous-mêmes. Donc comment est-ce qu'on a pu faire rentrer ça? Parce que là, si je te propose ça à appliquer à tes enfants à l'école, tu vas me dire non. Donc je dois utiliser des méthodes de manipulation pour que ça passe. Quelles sont ces méthodes? C'est la question. Alors, Voilà. Alors, le cheval de Troie. un bon vieux cheval de Troie. C'est-à-dire que on va te proposer un protocole sanitaire pour, défendre ta santé, pour défendre tes enfants et tes grands-parents. Mais dans cette belle image rassurante en bleu, hein, je précise qu'elle est bleue parce que si elle était rouge comme pendant l'épisode H1N1, ça ne marcherait pas. Donc d'abord, on te fait peur avec du rouge d'un côté et on te rassure avec du bleu de l'autre côté, donc tu vas vers le bleu. Donc dans ce bleu, il y a se laver les mains, tout le monde se lave les mains, éternuer dans son coude, bon. Se moucher avec des mouchoirs à usage unique. Moi, je connais très peu de personnes qui utilisent des mouchoirs en tissu à notre époque. Bien sûr, aérer les pièces, OK. Mais au milieu, il y a une méthode de torture psychologique qui est cachée et c'est saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades, donc pas de contact physique et porter un masque. C'est la même méthode qu'à Guantanamo. Donc, on va envoyer un cheval de Troie. D'abord, on te choque, ensuite on te désoriente, et ensuite on envoie un cheval de Troie qui, en vérité, est une méthode de torture psychologique. Ça va permettre de détruire ta psyché et que tu fasses ce qu'on te dit de faire, que tu obéisses aux injonctions. Quand tu es brisé psychologiquement, tu n'es plus capable de combattre. Hein, c'est ce que nous explique Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'est que la meilleure façon de faire la guerre, c'est de subjuguer l'ennemi par sa force. Donc, tu n'as même pas besoin de te battre, tu as déjà gagné. OK? Et là, on retombe sur la confusion, mélanger le vrai et le faux, mélanger le bienveillant et le malveillant. Bah, c'est surtout faire passer du malveillant pour du bienveillant. Tout à fait. Hein, c'est une histoire, qu'on a entendue peut-être, de nombreuses fois. Une personne qui est un empoisonneur et qui va te vendre des médicaments qui, en vérité, sont des poisons et petit à petit, ta santé va se dégrader, mais tu continues à te soigner, à prendre ton traitement Mmh. parce que tu crois que ça te soigne et donc tu finis par mourir. Mmh mh. C'est un classique. Je tiens à préciser que ces affichettes étaient collées notamment, dans les métros, avec une colle extrêmement forte. Moi, j'ai essayé d'en arracher une à l'époque, j'ai jamais vu ça. J'ai cru que c'était incrusté dans la vitre des transports en commun. Donc je peux vous dire qu'ils ont mis les moyens pour que ça ne soit pas arraché. Je dois le préciser, ça c'est un détail technique. Mais là, il y avait de l'argent. Quand il y a une volonté politique, il y a de l'argent. Ah oui? Bah, bien sûr. Je veux dire, on tous les ans, il y a des regroupements citoyens qui sont effectués pour, récupérer de l'argent pour des œuvres caritatives, pour, pour soigner la mucoviscidose et cetera, parce qu'il y a pas d'argent pour se faire. Sauf que quand il y a une volonté politique, là, on peut débloquer des milliards. C'est vraiment pas un problème. Absolument. Donc, c'est toujours une question de pouvoir et d'intérêt. Et comme tu disais, ces affichettes ont été collées très, très bien. D'ailleurs, des années après, on en retrouve encore, hein. Oui.
Mmh. Hem, Déjà d'une part et d'autre part, on s'est rendu compte que ces affiches avaient été, imprimées avant les confinements. Parce que, bien sûr, le temps de faire l'impression, le temps de faire le bon de commande, le temps d'être livré, d'afficher, ça prend pas 3 semaines, hein, ça prend des mois. Donc c'est pour ça qu'on voyait sur certaines affiches que la date d'impression était antérieure à mars 2020. Exact. On invite, de toute façon les auditeurs à aller, fouiller les dossiers Epstein. Il y a eu l'Event 201, donc simulation pandémique en 2019. C'est factuel, hein, c'est pas une vue de l'esprit de notre part. Mmh, Et puis il y a eu des mails échangés effectivement entre toutes ces personnes, Gates, Ariane de Rothschild, Epstein, bien avant 2019 également. Voilà. Et bien j'ai sûr. trouvé ça dans le DOJ, hein, je crois, enfin oui, le Department of Justice qui a donc stocké tous les dossiers Epstein. Tous les dossiers Obscurs et qui n'ont pas encore tous été diffusés, mais déjà le peu qu'on a eu, ça nous éclaire beaucoup, ça nous éclaire beaucoup. C'est sûr, c'est assez atterrant, pour le moins. Mais il faut bien se dire qu'il n'y a pas de complot. Non, ça n'existe pas, il y Ça en a n'existe jamais pas. eu dans l'histoire Non, du monde ni de France. non. Alors, Il y a un auteur d'ailleurs qui dit, «Il faut être fou pour voir des complots partout, mmh, mais il faut être fou pour n'en voir nulle part». c'est ça. Oui, Voilà. voilà. Soyons nuancés, modérés, mais soyons curieux. Ouais. Ayons l'esprit critique, comme on dit. Ben, diapositive suivante, Ouais, les donc questions. pour que ce cheval de Troie passe, là ça y est, c'est bon, c'est passé. Maintenant, il faut que les gens appliquent. D'accord? Donc on Skinner, qu'est-ce que c'est que Skinner? Alors, pour que les gens appliquent, on va utiliser 2 méthodes conjointement. On Mmh va mh. utiliser d'un côté le nudge dont on parlera plus tard et Mmh. ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Donc Skinner, lui, c'est le père de la psychologie comportementale parce que alors, Mmh. je fais un petit encart Oui. parce que beaucoup de gens ne sont pas, dans le mouvement de la psychologie. Il n'y a Mmh. pas une psychologie, ça n'existe plus, il y a des psychologies. Par exemple, Mmh. la psychologie clinique, donc c'est soigner des gens, c'est ce que les gens connaissent le mieux. Mmh. Ça va pas bien dans ma vie pour X, Y raison et donc je vais voir un psychologue clinicien qui va m'aider à ranger les cases dans ma tête ou à dépasser un traumatisme. La psychologie expérimentale, la psychologie sociale, la psychologie cognitive, et là, on va parler de psychologie comportementale. Donc la psychologie comportementale, ce qui est intéressant, c'est que ça ne parle absolument pas de ce que tu as dans la tête, on n'en a rien à faire. Ce qui nous intéresse dans la psychologie comportementale, c'est ton comportement, ce que tu fais. Comment est-ce que je vais pouvoir modifier le comportement d'un sujet? C'est ça qui, posait question à Skinner quand il a commencé ses expériences dans les années, 40-50. Donc au début, il commence avec des chiens et des oiseaux. Comment ça marche? Je veux que le chien que j'utilise ait tel comportement et je veux lui enlever tel comportement. C'est très simple. La méthode consiste en renforcement positif et renforcement négatif. C'est-à-dire, quand toi, Stéphanie, tu vas faire quelque chose que je juge bien, je vais te donner un renforcement positif, de la nourriture, de l'argent, du statut, un avantage matériel ou des félicitations à bénéfice secondaire. Par contre, quand tu fais quelque chose que je ne veux pas, eh bien, tu auras une punition. Voilà. Alors, avec les chiens et les pigeons, c'est souvent des chocs électriques ou des petites boulettes de viande. Voilà. Tu as bien réussi, tu as une boulette de viande, tu as mal fait, tu as un choc électrique et je t'assure qu'au bout de 10 ou 15 fois, tu ne le refais plus. Le choc électrique, c'est quand même très, très efficace. Mais pour les êtres humains, on a continué à travailler, ça c'est les années 50. Pour les êtres humains, ce qui marche bien également, c'est en termes de renforcement négatif, de la violence verbale, de la violence symbolique, économique ou physique. Hein. Recevoir un choc électrique, c'est très violent, mais se faire casser la gueule, c'est très violent aussi. On a vu pendant la période pandémique euh, apparaître beaucoup d'agressions, de violences verbales, symboliques, économiques ou physiques envers les citoyens qui n'appliquaient pas bien les protocoles dits sanitaires. Et à l'inverse, les gens qui appliquaient les protocoles dits sanitaires recevaient un renforcement positif. Mmh. Donc, c'était pas beaucoup de la nourriture ni de l'argent, c'était très peu d'avantages matériels, c'était surtout des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je te donne quand je te donne rien. Par exemple, bravo, c'est super, vous êtes un bon citoyen, vous protégez les vôtres, c'est-à-dire qu'on va te flatter, on va te remercier, mais tu ne vas rien gagner. D'accord? Ou alors le droit de continuer à aller au restaurant, au cinéma et d'être dans le groupe social, bien intégré.
Alors ça, c'est le côté statut, tu es intégré dans le groupe social, c'est très bien. Si tu n'as pas le bon comportement, tu as un renforcement négatif, tu vas être désintégré du corps social, tu vas disparaître et tu ne pourras plus aller au restaurant par exemple. Ça peut sembler, un peu puéril, mais il faut se souvenir que l'appartenance au groupe est primordiale pour un être humain. Donc, si on met ça en lumière, on se rend compte que c'était vraiment, vraiment très important, ces histoires de renforcement positif et négatif. Si, comme je disais tout à l'heure, si je te prends 135 € d'amende et que tu n'as plus rien à manger pendant un mois, tu vas y réfléchir à une deuxième fois, c'est sûr. Donc, d'un côté, j'envoie du conditionnement opérant. Et oui, et une fois que je suis conditionné, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme un réflexe. Par exemple, je rentre dans une épicerie, c'est une scène que j'ai vue à l'époque. Je rentre dans une épicerie à une période où les gens sont démasqués et une dame rentre dans l'épicerie juste devant moi et dit: «Bonjour, j'ai le covid». Là, immédiatement, tout le monde se saisit de son masque et le met sur sa tête. Parce qu'on a été conditionné, d'accord? Le conditionnement opérant, il reste. On a été conditionné pour se confiner et pour appliquer les protocoles. Et là, très récemment, il y a quoi, un mois, il y a eu une tempête en France, la tempête Nils. Et je tombe sur plusieurs journaux qui nous disent: «La tempête Nils, la station de Tignes confinée dans la nuit de jeudi à vendredi, la Savoie toujours en vigilance rouge». C'est-à-dire que maintenant, avant c'était des confinements sanitaires, là on commence à entrer dans la phase suivante, la phase des confinements climatiques. Là, c'est le tout premier qui est arrivé en France. En plus, bon, c'est BFM TV, hein, ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. C'est pas comme ça que ça s'est passé. La Tignes ne s'est pas confinée toute seule, c'était un décret préfectoral. Mmh. Donc c'est la vraie phrase, c'est: «Le préfet confine la station de Tignes». Bon, voilà. Normalement, si on a été bien conditionné, ça devrait marcher. C'est un déplacement de la fenêtre d'Overton, on commence à conditionner un peu les gens en douceur, par petites touches, Ah non, mais ça, c'est déjà fait. On est déjà conditionné à accepter ça. à accepter ça. On a été conditionné pendant, 2-3 ans. Donc normalement, ça Mmh. devrait fonctionner. Donc là, pour moi, c'est un peu un espace test, comme on avait fait l'espace test du RSA dans une quinzaine de départements avant que ça passe au niveau national. Là, on essaye, on voit ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle un ballon sonde. Ah ouais, très bien, très belle image. Ouais. Donc normalement, si ça marche, il y aura probablement beaucoup plus de confinements, dits climatiques, peut-être parce qu'il fait trop froid ou peut-être parce qu'il fait trop chaud. Voilà, donc ça, c'est juste une illustration, du fait que les mêmes méthodes sont réutilisées ultérieurement. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes acteurs et les mêmes personnes, les mêmes organisations qui vont, contrôler ce processus de modification comportementale. Voilà, donc et c'est pour ça que je pense que c'est important de connaître ces techniques. Ensuite, il y a d'autres bien sûr, d'autres techniques qui ont été utilisées. Alors, la bien connue, l'inversion accusatoire. Ça, j'ai envie de dire, presque tout le monde connaît. Avec le On triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est-à-dire c'est un triangle, à 3 pôles, le bourreau, la victime et le sauveur. Donc le principe de l'inversion accusatoire, c'est d'inverser, en général, le bourreau et la victime. C'est-à-dire que pendant les confinements, on nous expliquait qu'on était confinés à cause de ces méchants antivax qui refusaient de se faire piquer. Sauf que ça n'a rien à voir. C'est pas, mon voisin le gros Roger qui refuse que je sorte de chez moi. Ça n'a rien à voir. Mmh. C'est le gouvernement Mmh, mmh mh. qui, donc le bourreau, qui va nous interdire de sortir de chez nous. OK? Je prends un exemple, classique. Mon papa me punit parce que mon petit frère fait des bêtises, d'accord? Et plus il va faire de bêtises et plus je vais être puni. Et s'il fait une grosse bêtise, mon papa va me taper dessus. Et il va me dire: «Mais c'est la faute de ton petit frère. C'est parce qu'il fait trop de bêtises que tu es puni». Alors, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, la victime de mon père, je vais être mis dans la case du bourreau. C'est de ta faute si tu te fais taper. Et enfin, c'est le petit frère qui est désigné comme bourreau. C'est de sa faute si tu te fais taper. Mmh. Et moi, la victime, je suis considéré comme n'étant plus une victime. Et du coup, je vais me mettre à détester mon petit frère, alors que le vrai bourreau, c'est le papa. Et bien là, c'est la même chose. Le vrai bourreau, c'est l'État. Et il nous fait passer les antivax pour les bourreaux, ce qui est faux.
Mais c'est pas la seule façon dont on peut utiliser ce triangle de Karpman. Là, on a interverti la victime et le bourreau. Mais on peut également faire passer la victime pour un sauveur. Exemple. On va voir que c'est encore les mêmes méthodes. Ah non. Exemple, si j'apprends à un enfant de 6 ans ce qu'est le consentement sexuel, je vais lui dire, ben voilà, s'il y a un prédateur sexuel, t'as qu'à lui dire non. Donc là, on transforme la victime du prédateur sexuel en sauveur. Hein. C'est un enfant de 6 ans qui doit se sauver lui-même d'un horrible pédocriminel. C'est pas possible. D'ailleurs, D'accord? Non, si on lui donne le pouvoir de consentir, on ça peut être oui ou ça peut être non en plus. en plus. En plus, non mais voilà, C'est poli. d'où est-ce qu'on peut penser qu'un enfant de 6 ans peut se défendre face à un pédocriminel adulte? C'est pas possible. Mmh. Et donc là, on va essayer de nous faire passer, par exemple, le programme d'éducation à la vie sexuelle Mmh. pour quelque chose qui va nous permettre de protéger l'enfant. Donc on inverse la victime et le sauveur. L'enfant victime devient lui-même sauveur, ce qui est impossible. Ça, c'est un autre exemple. On peut utiliser la même méthode, donc de façon différente. D'accord? Mais c'est pas la seule méthode qu'on a utilisée. On en a utilisé plein. On va pas toutes les déballer, mais on va faire les plus importantes peut-être. Donc la méthode du triple acquiescement. Ça, c'est un truc qui est pas mal pour faire passer des vessies pour des lanternes. Exemple, c'est-à-dire qu'on va concaténer, on va mettre bout à bout 3 phrases dont la troisième sera fausse. Mais si les 2 premières sont vraies, ton cerveau aura envie d'accepter la troisième. Voilà. Il fait moche dehors, l'eau ça mouille, donc on reste à la maison. Ça, c'est quand je veux te faire rester à la maison, je veux t'empêcher de sortir. Alors déjà, c'est pas parce qu'il pleut dehors qu'on ne peut pas sortir. Il y a qu'à mettre un caouet ou alors prendre un parapluie, d'une part. D'autre part, dans l'énoncé, il est marqué nulle part qu'il pleut. C'est juste en gros, là, j'essaie de te faire rester chez toi parce qu'il y a des nuages dans le ciel. De la même façon, un virus mortel rôde dehors, tu ne veux pas tuer ceux que tu aimes, donc tu restes chez toi. C'est évident. Prenons-en un troisième. L'éducation affective, c'est bien. L'éducation relationnelle, c'est bien. Donc l'éducation sexuelle, c'est bien. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans EVARS. Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc affective, relationnelle et sexuelle, pour info, ça n'a rien à voir, hein. Là, nous sommes en train d'avoir une expérience relationnelle, c'est pas affectif, on n'est pas, amis ou on se connaît pour ainsi dire, quasiment pas. Ouais. Mais par contre après on baisse pas. De la même façon, j'ai des amis avec qui j'ai des relations affectives ou de la famille, quand je vois mes cousins, mes frères et sœurs, ça me fait très plaisir, on se fait un gros câlin, mais on baisse pas. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est très différent. Et donc là, on va concaténer ces trois mots pour faire passer le troisième. Donc là, ça va nous permettre de mettre de l'éducation sexuelle dès l'école maternelle, dès l'école primaire, sous prétexte que l'affectif et le relationnel, c'est bien. Mais c'est encore la même méthode qui va être réutilisée. Et là, c'est de cette façon qu'on se rend compte que EVARS, c'est un cheval de Troie, encore, la même technique, pour rentrer de l'éducation sexuelle à l'école, dont on ne maîtrise pas le contenu, hein. Le contenu est élaboré, mis au point et diffusé par d'autres personnes. Je crois que c'est Marion Sigaud qui en parle très bien de l'éducation sexuelle, par, Absolument. par Et je exemple. vois qu'on appuie toujours sur les mêmes pistons, majeurs, c'est, la confusion et la culpabilisation. Mhm. Oui, oui, ça marche très bien, il n'y a aucune raison Oui, d'arrêter, hein. oui, Non, absolument. Mmh. oui, 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 la culpabilisation d'être un mauvais citoyen ou la valorisation d'être un bon citoyen. Mmh. Ça, c'est des méthodes qui marchent très fort en ce moment. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah voilà, là, on va commencer à parler un petit peu de nudge. Donc là, on a vu quelques méthodes classiques. Moi, j'en ai relevé peut-être une cinquantaine. Mmh mh. J'en ai mis à peu près 25 dans le livre. Là, on en voit quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Vraiment, il y en a beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que c'est que ce graphique? The community is growing. C'est les unités de psychologie comportementale avec lesquelles travaillent les gouvernements. On s'aperçoit en 2010 qu'il y a à peu près 0 unité de psychologie comportementale, donc dont le travail est de modifier ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Et en 2023, il y en a environ 150 dans le monde qui travaillent avec des gouvernements. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que les gouvernements contractent des entreprises de psychologues pour nudger la population. Mmh mh, mmh mh. OK? Donc là, on voit, ça s'appelle BI units. Ce sont des unités de nudge. Ça veut dire Behavioral Insight. Ça veut dire Mmh. la compréhension, du comportementalisme. Donc ce sont des unités de psychologie comportementale et il y en a de plus en plus. Mais à quoi ça sert? Ça sert à utiliser des méthodes pour modifier le comportement des populations sans qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que ce sont des unités dites de nudge. Le nudge, ce sont des méthodes qui sont très discrètes, hein. En général, on ne se rend pas compte qu'on se fait nudger et c'est là Et la force du nudge. ça touche l'inconscient de l'individu? N C'est pas vraiment l'inconscient, c'est plutôt basé sur les biais cognitifs. Donc des biais cognitifs dans notre cerveau, on en a plein. Est-ce que tu veux que je fasse un petit point là-dessus? Bien sûr, oui, oui. Ah bon, écoute. Alors des biais cognitifs, on en a quelque chose comme 200-250, Ah oui, ce qui fait beaucoup. oui. Mais qu'est-ce que c'est? En gros, un biais cognitif, c'est comme quand tu fais un créneau avec ta voiture. Tu recules, tu regardes, et cetera, mais dans tes rétros, tu ne vois pas tout. Tu as un angle mort Oui, et si tout tu à ne fait. te retournes pas, tu risques d'écraser le chien de la voisine. Mmh. Ça serait problématique. Donc c'est pour ça que tu le sais, tu te retournes. Voilà, ça c'est un angle mort, c'est comme un biais cognitif. Sauf que dans notre cerveau, un biais cognitif, c'est difficile de se retourner pour voir quelles sont les failles de notre cerveau. Notre cerveau a beaucoup de failles. Mmh. C'est comme ça. En général, c'est pas très grave, mais on peut les exploiter. Donc le nudge, l'économie comportementale, c'est fait pour exploiter ces failles-là. Et comment on va s'en servir? Par exemple, on va modifier l'architecture des choix, on va utiliser, de nombreux biais cognitifs, on va en voir quelques-uns juste là. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, ces unités de psychologie comportementale sont réparties sur toute la planète. C'est pas juste en France, c'est mondial, hein. Là, c'est une carte que j'ai trouvée sur le site de l'OCDE. Donc je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est très simple, c'est une carte interactive et quand on clique sur un point, il nous donne le nom de l'entreprise, le domaine dans lequel elle travaille et avec quel gouvernement. Donc là, c'est très intéressant, vous voyez? Et on se C'est ba un marché en pleine expansion, et c'est ah oui, exponentiel. ah oui, ça explose, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça coûte pas cher. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, c'est pour ça que ça se répand comme une traînée de poudre. Et là, on peut s'apercevoir, si on regarde, que la plupart des pays où on a eu, des confinements, du covid et cetera, ce sont des pays qui sont farcis d'unités de nudge contractées par des gouvernements en général. Mais des fois, ça leur arrive de travailler pour des entreprises privées pour mieux vendre leurs produits, par exemple. Oui, de toute façon, notre collègue, Frédéric Bascugnana, alias Le Oui, Paresiast, oui. qui est spécialiste justement de Mmh. la question, a dit dans une interview avoir été approché, pour travailler, justement sur des projets assez malveillants de modification de comportement des foules et il a refusé. Donc après heureusement, il y a des gens qui ont une conscience pour refuser de servir et de mettre leur intelligence au service de projets assez toxiques, on va dire Mmh. ça comme ça. Je pense qu'on peut le féliciter d'avoir refusé, mais pour une personne qui refuse, combien accepte? Oui, parce qu'il y a des gros billets à la clé. Ben, il y a un salaire, un travail Mmh. et donc comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, par exemple, au Pérou, là, je vois, il y a le Pérou, qui va utiliser un nudge qui va fonctionner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire un papier, ils vont le mettre sur une base de données et peut-être qu'il y a une entreprise en Australie qui va lire ce résumé, qui va dire: «Ah mais ça a l'air de super bien marcher ton nudge. Allez, on va faire pareil à la maison» et du coup, en fait, ces entreprises sont tout le monde ne se connaît pas, ils ne se serrent pas tous la main les uns les autres, mais c'est quand même un réseau de connaissances et de professionnels qui vont pouvoir échanger des informations, des techniques dans le monde entier, Il y a des passerelles entre eux. bien sûr. Notamment, bah, si par exemple, un psychologue, qui soit en Australie écrit un livre sur le nudge avec des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, forcément qu'il y a un mec aux États-Unis qui va les lire, qui va dire: «Ah mais c'est super, on va faire la même chose à la maison». Bien entendu. Ces gens-là sont des ingénieurs. Mmh. C'est, donc voilà, c'est un marché en pleine expansion et ça va permettre de modifier le comportement des populations. Là, les unités de nudge en Europe, par exemple, qui ont participé au Covid. Il y a en Australie le BETA, aux États-Unis le BIG, en Angleterre le BIT, au Canada le BIRD, en Allemagne Behaviour Germany,
En Italie, R2 Department of Behavioral Policy. En Belgique, le Tax Compliance and Behavioral Inside Belgium. Aux Pays-Bas, le BIN. En Autriche, Inside Austria, etc. Et en France, BVA Nudge Unit. C'est le nom de l'entreprise. BVA Nudge Unit. Alors BVA effectivement, Nudge Unit. et on peut expliquer comment un ingénieur social est formé? Il fait forcément des études de psychologie, j'imagine? Bah, moi, je suis pas ingénieur social, Mmh. mais si tu regardes sur ONICEP, donc le truc d'orientation professionnelle pour les enfants, Mmh. bah, tu peux trouver, l'orientation pour devenir, ingénieur social. Tu peux avoir un diplôme d'ingénierie sociale, c'est un master, donc bac+5, tu es ingénieur social et hop, c'est parti. Bien sûr, ça existe, oui, tout à fait. Est-ce qu'ils font des études de psychologie? Moi, je ne connais pas ce cursus, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas exactement comment, Il faut heu et comment est menée cette formation, mais il y aura probablement des éléments de psychologie, oui. bien sûr, c'est imparable. Il faut forcer les comportements, que ce soit sur le genre ou la race. Larry Fink, patron de BlackRock. Et oui, donc là, je pense que cette phrase, prend tout son sens quand on commence à comprendre ce que c'est que de forcer les comportements. Dire qu'on va modifier ton comportement sans que tu sois d'accord. Et c'était il y a 9 ans, en 2017. C'était il y a 9 ans, mais cette histoire avait commencé avant, Bien sûr, au bien avant. niveau, au niveau Mmh. de l'argent, des vaccins et cetera, mais également au niveau de la modification comportementale. Il me semble que c'est à partir de 2014, ah voilà, on va juste le nudge, c'est quoi? Donc, Mmh. issu de la psychologie comportementale, le nudge, c'est une incitation douce basée sur une connaissance fine des mécanismes décisionnels de l'être humain, et donc discret. La promesse du nudge, c'est une puissance remarquable pour un coût très faible. Et oui, si je peux modifier le comportement de 30% de la population française, c'est-à-dire à peu près 20 millions de personnes, avec juste quelques phrases ou quelques affichettes, c'est vraiment pas cher par rapport au rendu. En résumé, le nudge, c'est une technique simple pour encourager l'adoption de nouveaux comportements de manière très efficace et à moindre coût. Donc, par exemple, si tu veux arrêter de fumer, c'est surtout de la modification comportementale, peut-être que ça peut être intéressant pour toi. Si tu veux modifier ton comportement alimentaire, peut-être que ça peut être intéressant pour toi. Manger 5 fruits et légumes par jour, tout ça, pourquoi pas. Mais on peut s'en servir aussi pour des objectifs beaucoup plus, enfin, beaucoup moins positifs pour ta personne. Mmh mh. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, dernier clin d'œil au Parésiaste qui mentionne souvent ce livre comme un de ses livres de référence, Vers une écologie de l'esprit, publié en 72, donc ça remonte pas à hier, Ouais. 1972, de Gregory Bateson. Oui. Étudiait déjà tous ces comportements et le cerveau humain, dans les années 70. Alors, Gregory Bateson, lui, il fait partie de l'école de Palo Alto, Ouais. enfin du mouvement de l'école de Palo Alto, donc années 70, cybernétique, etc. Et il a fait un travail très intéressant sur la double contrainte, le double bind, c'est-à-dire que c'est une des meilleures façons pour lui de rendre l'enfant schizophrène. La double contrainte, ça consiste à te donner un ordre que tu ne peux pas accomplir sans enfreindre cet ordre. Par exemple, pour un enfant, le classique, c'est va jouer dans le jardin, mais ne te salis pas. Ah oui. Ça ne Mmh. marche pas. C'est pas, c'est juste pas possible pour un enfant. Mmh. Va à la plage, mais ne te mouille pas. Enfin, c'est très compliqué. De la même façon, si je te dis Mmh. sois créatif, ça ne marche pas. Hein, tu peux pas faire ce qu'on te dit, et donc ça va placer ton cerveau dans une position où il doit faire deux choses inverses en même temps, et donc ça va te faire péter un plomb. Par exemple, Schizophrène, c'est quoi? C'est le moi qui se divise en 2? ouf, alors la Vraiment? schizophrénie, c'est un truc très compliqué. Moi, Oui, comme je t'ai dit, je suis pas psychologue clinicien, donc je vais pas en parler des masses, mais on peut dire que ça fait partie de la famille des psychoses. Donc d'accord. les psychoses, le point commun des psychoses, c'est que tu n'as plus accès vraiment à la réalité. Ça devient très compliqué. Et la schizophrénie, il y a plusieurs schizophrénies, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est très complexe. Mais ça fait partie des psychoses, donc des maladies mentales qui sont vraiment très graves. Et donc Bateson travaille là-dessus, et avec son équipe, ils ont travaillé sur beaucoup de choses, notamment sur les paradoxes en psychologie. Enfin, c'est vraiment une école de psychologie qui a amené beaucoup de choses au niveau théorique. Mais si tu veux, on en reparlera plus en profondeur, parce que moi, j'estime que les paradoxes sont de très bonnes
armes pour lutter contre le système. Par exemple, la grève, simplement la grève, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, toi, en tant qu'ouvrier, tu fais 1000 pièces par jour, mais tu veux gagner plus d'argent. Donc, dans la logique du système, tu devrais travailler plus pour gagner plus. La grève se base sur un paradoxe, le paradoxe qui est je veux gagner plus, donc je travaille plus. Mmh. C'est paradoxal en fait, dans la logique du système. Oui, Et oui. c'est pour ça que ça marche très bien. C'est ponctuellement paradoxal, effectivement. Voilà, je veux gagner plus, donc je travaille moins. Et ça marche. Et il y a plein d'autres paradoxes comme ça qu'on peut utiliser. Des fois, ça peut marcher pour avoir un effet sur le système. Donc c'est une arme qu'on essaie de retourner contre le système. Ouais, moi j'invite les auditeurs à regarder ce livre qui s'appelle un livre de Paul Václavic, donc il faisait partie de l'école de Palo Alto, qui s'appelle Paradoxe et changement en psychothérapie. Donc c'est pas uniquement pour la psychothérapie, mais c'est également pour des problèmes sociaux, ça peut très bien fonctionner. Donc on peut dire que là, dans la méthode où on dit des choses, infaisables à un enfant, Mhm. c'est du sadisme? Bah, si tu le sais avant, oui. Mais il y a des gens qui font ça sans faire exprès. Après, Mmh. là où ça peut être du sadisme, par exemple, si je te dis va au travail, prends le métro à Paris en respectant les protocoles sanitaires, sinon tu vas tuer des gens pour aller au travail le matin. Voilà, là, tu es dans une double contrainte. Tu ne peux pas entrer dans le métro à l'heure de pointe et respecter les protocoles, c'est pas possible, évidemment. Donc, ça va mettre ton cerveau, déjà, tu as à peine pris ton café, tu es dans le métro, tu es pas bien réveillé et ça va mettre ton cerveau en mode disjonctage et tu vas passer probablement une sale journée parce que ça commence déjà très mal. Ok. Et donc, ça va te demander beaucoup d'énergie cognitive. C'est un truc qui fait facilement craquer les gens. Va passer ton diplôme à l'université sans te contaminer, hein. Tu as un amphi de 400 personnes, heu, c'est 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 quasiment impossible et ça va vraiment, abîmer ton psychisme, mais qui a déjà été abîmé par les protocoles, qui a déjà été malmené. Donc en fait, on s'aperçoit que l'accumulation traumatisante des techniques, faites pour te traumatiser, est très, très importante et c'est peut-être pour ça qu'on explique Mmh. autant de dépression, suicide, et cetera. Depuis Mmh. 2020, il y en a vraiment beaucoup plus qu'avant. Plus qu'avant. Ouais. Oui. Et oui il y a un autre outil qui est ultra puissant et qui sert, les gouvernements Mmh. Tu et penses à quoi? bah, c'est, l'outil de l'hypnose parfait, c'est la télévision. Ah! Oui, alors, en effet, il y a des méthodes d'hypnose qui sont utilisées, dans certains discours, notamment, bah, on en parlait tout à l'heure, le discours «Nous sommes en guerre», il y a des moi, je ne suis pas formé en hypnose, mais je sais qu'il y a des méthodes d'hypnose qui sont utilisées là-dessus. Il faut comprendre que le la télévision, en fait, te fait rentrer dans un état hypnotique au bout d'environ 9 minutes. Hein, tes ondes cérébrales sont modifiées et donc tu es un petit peu comme dans un rêve. Et Mmh. donc là, on va en profiter pour faire rentrer de la propagande. Et tu remarqueras facilement que les publicités sont généralement au milieu de ta série préférée. Hein, tu es là, tu regardes la télé pendant 9, 10 minutes, un quart d'heure, tu commences à t'assoupir et bam, là on t'envoie de la pub parce que ça rentre mieux. C'est du temps de cerveau disponible. Mais c'est du temps de cerveau dont les défenses immunitaires, les défenses mentales ont été abaissées préalablement en regardant quelque chose de très soporifique. Mmh. Donc, d'une part, c'est une vraie machine à hypnotiser et d'autre part, ça fait partie de ce qu'on appelle les outils de normalisation, hein. Donc c'est des outils grâce auxquels on va faire entrer de nouvelles normes dans la société et 1, on les fait rentrer dans la société, 2, on va te les faire intégrer au niveau inconscient et quand, au niveau inconscient, tu as intégré cette norme, on dit que tu es normalisé, d'accord? Mais ça, on va approfondir un petit peu après, Et si donc tu veux cette bien. télévision a bien servi, pour, propager, la technique du nudge finalement. Ça a été un Heu, outil parfait, oui, ça heu, marche très bien. très, très bien. Ça Mmh. marche très bien. Mmh. Le nudge mais bien sûr d'autres méthodes de manipulation psychologique. Bien sûr. Télé, radio, journaux, Oui. quand on l'entend répéter toutes les heures au supermarché, dans les toilettes, au bar, n'importe où, chez le vétérinaire, que, il faut respecter les protocoles sanitaires, ça, c'est une technique de nudge. C'est la technique de la répétition. Parce qu'en fait, on mesure, l'efficacité d'une modification comportementale, la puissance de cette modification à sa durée dans le temps, hein.
Si j'arrive à modifier ton comportement pendant une journée pour que tu manges 5 fruits et légumes, c'est bien. Si j'arrive à la modifier pour 10 ans, alors c'est que la modification est puissante. Et pour rajouter de la puissance et rallonger cette durée, on va utiliser la méthode de la répétition, c'est-à-dire toutes les heures, on t'envoie le même message par SMS, c'est marqué en bas sur YouTube dans le bandeau sous l'écran. Et donc, le fait de le voir toutes les heures, partout, 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 ça va permettre à cette modification de continuer dans le temps. Technique de nudge. Donc, par exemple, la technique de base du nudge, c'est la modification du choix par défaut, le biais de statu quo. Les individus ont tendance à préférer le maintien de la situation actuelle et éviter les changements. Parce C'est que le changement, la peur de l'inconnu? oui, de l'incertitude, de l'inconnu. Quand chez toi, ton travail roule, tu as trouvé un bel appartement, ça marche dans ton couple, tu vas pas démissionner, changer d'appartement, plaquer ton mec, parce que euh, juste pour envie de changer. En général, on préfère garder ce qu'on a et continuer avec parce que il y a moins de risques. Okay. Les nudges peuvent être conçus pour tirer parti de ce biais en rendant l'option souhaitée plus facile à accepter et en la présentant comme le choix par défaut. Donc, je vais commencer par l'exemple de droite pour illustrer l'exemple de gauche. Alors, ça se passe en 2014-2015. Et c'est extrait de... ça vient de chez BVA Nudge Unit, donc l'entreprise de Nudge qui a été contractée par le gouvernement français une semaine avant les confinements de mars 2020. Donc, une semaine avant, pouf, on leur fait un petit contrat et ils vont être en charge de l'application des protocoles et de peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas. L'exploration sur le terrain a permis de se rendre compte d'un élément majeur. Lorsqu'un citoyen déclare ses revenus, il s'assied à une table avec un stylo, une calculatrice, le formulaire de déclaration de revenus, la notice pour l'aider à remplir ce formulaire et une enveloppe. En bref, le digital est totalement absent au moment de la décision de la déclaration d'impôt sur papier, s'impose comme le choix par défaut. Tu as reçu ta déclaration d'impôt, tu l'ouvres, tu la remplis, tu la renvoies. C'est le choix par défaut. L'approche nudge a renversé cette logique par défaut en proposant de renommer la notice qui s'est appelée Je déclare en ligne et d'en faire une notice qui explique comment déclarer en ligne au lieu d'expliquer comment remplir le formulaire papier. En jouant sur ce levier puissant de l'économie comportementale qui est le choix par défaut, mais aussi sur la norme sociale en précisant que 13 millions de foyers déclarent en ligne, l'approche nudge a permis d'augmenter de 1,1 million le nombre de télédéclarations. Voilà, c'est l'approche par défaut. Deuxième Mmh. exemple, si je dis vous monsieur, vous madame, vous avez choisi de ne pas vous faire vacciner. Cette phrase est fausse. C'est un nudge. Parce que dans l'architecture du choix, Mmh. ça ne marche pas comme ça. La véritable phrase, c'est vous n'avez pas choisi de vous faire vacciner. D'accord? Parce que le choix par défaut, à la base, tu te lèves un matin, tu n'es pas vacciné, et c'est ça ton choix par défaut. C'est quand tu nais à la naissance ou quand il y a un nouveau vaccin qui sort, tu n'es pas vacciné. Voilà, ça c'est ton choix par défaut. Et le choix alternatif, c'est d'aller se faire vacciner, de prendre rendez-vous, etc. Et là, on a inversé. Donc le choix par défaut maintenant, c'est d'être vacciné, magiquement, et le choix alternatif, c'est de refuser la vaccination. Non. Donc la véritable phrase, c'est vous n'avez pas choisi de vous faire vacciner. Tu vois. Et donc on va inverser le choix par défaut. Ne Et ça, parlons pas des bébés qui ont été vaccinés dans le ventre de femmes et femmes enceintes. Donc ça, c'était une petite parenthèse que j'ouvrais parce que ça m'a fait penser à ça. bah, écoute, ça tombe bien que tu dises ça parce que la semaine dernière, je suis tombé à la pharmacie sur des nouveaux fascicules pour, la vaccination, de la grippe, saisonnière et maintenant il est recommandé de vacciner les femmes enceintes contre la grippe. Une Heu, première dans l'histoire de la médecine quand même, parce qu'une femme enceinte, ne doit pas manger certains fromages, ne doit pas prendre de médicaments ou en tout cas le moins possible. Pas de mayonnaise. Voilà et donc là, la nouveauté, c'est quand même qu'on peut lui mettre, n'importe quoi dans le corps, sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans Tout à fait. et les Elle effets secondaires à moyen et long terme et sur le bébé, ça pose question tout de même. Je veux dire, même dans Tout une à fait. de précaution qui est totalement, bousculée et violée. Oui, tout à fait. C'est plus le choix par défaut, a été modifié. Le choix par défaut d'une femme enceinte, c'est de se faire piquer pendant sa grossesse. C'est devenu normal. C'est la normalisation d'un comportement. D'ailleurs, la semaine dernière, je suis passé à la pharmacie, j'ai récupéré un petit dépliant qui nous explique que
à partir de cette année, les vaccins contre la grippe intègrent vaccin Covid-19 et vaccin H1N1. Ce qui était le plan de base de Anthony Fauci et du NIAID avec One Health, One Shot, c'est-à-dire que de mettre dans une seule aiguille la grippe et le Covid. Voilà, donc ça y est, on est bon. On Donc, n'arrête pas le progrès. on ne peut pas arrêter le progrès. Bon. Donc ça, c'était vraiment la méthode de base du nudge, c'est-à-dire inverser l'architecture du choix. Hein, le choix secondaire devient le choix primaire, le choix primaire devient le choix secondaire. Un autre exemple, c'est la gamification, c'est-à-dire Mmh. transformer les comportements en jeux ou défis peut les rendre plus attrayants ou motivants. Par exemple, en organisant des compétitions pour récompenser les groupes qui respectent mieux les protocoles sanitaires. Donc là, forcément, comme c'est ludique, on a envie de jouer et celui qui suit mieux les règles du jeu va être récompensé. D'ailleurs, si on regarde sur cette petite image là, en bas à droite, prêt à relever ces défis, ouais, c'est super, les enfants sont déguisés en super-héros. Ils ont donc un bénéfice secondaire, bravo, t'es un super-héros. Je sais pas si tu te souviens des campagnes Oui, médiatiques qui oui. disaient t'es un super-héros, on va te faire piquer. Oui, oui, il y avait des enfants avec des capes de super-héros. C'est ça, ce sont des super-héros qui vont sauver leur grand-père et leur grand-mère en allant se faire piquer. Okay, donc ça, c'est de la gamification, bien sûr. C'est souvent utilisé en entreprise. Mmh. On va te mettre Gamification, ça vient de game qui veut dire jeu en anglais. Je le tout dis à pour les non oui, anglophones. tu as bien raison. Mmh. Et on va te dire, ouais, super challenge cette semaine, celui qui me vend 200 écrans, il a un stylo. Donc, c'est pas tant forcément pour le bénéfice de gagner un stylo, on s'en fout. C'est le fait de jouer l'émulation du jeu, un petit peu de compétition, on se tire un peu la bourre entre collègues, c'est sympa. Et ça marche. D'accord. Donc, utiliser en entreprise pour motiver les gens, c'est une chose. Utiliser à l'école pour forcer les comportements, comme dirait Larry Fink, c'est autre chose. D'accord. Je passe à une autre slide, Mmh. le biais de conformité de preuve sociale. Donc, les individus ont tendance à se conformer au comportement des autres, en particulier ceux de leur groupe social. On est Bah, tous c'est un ce qu'on petit. appelle, l'instinct grégaire, hein, osons l'expression, qui existe. Ouais, c'est un peu, on a tous un petit côté mouton, hein, moi le premier, je veux dire. Oui, oui, dans certains domaines, on peut l'avoir, effectivement. Oui, oui, Mmh. les nudges peuvent tirer parti de la preuve sociale en montrant que d'autres personnes ont adopté le comportement souhaité ou en fournissant des comparaisons avec les pairs. Par exemple, là, sur l'exemple qui est juste à côté, en plein contexte de protestation contre les mesures sanitaires en Chine, une vidéo assure que Pékin ajoute artificiellement des masques sur les images des matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Et donc tout ça pour faire croire aux Chinois que eux, ils étaient encore masqués alors que le monde entier avait été démasqué ou presque, pour faire croire aux Chinois que dans le monde entier, les gens étaient encore masqués. Belle tentative, là ça n'a pas marché pour le coup. On joue sur le mimétisme, enfin, oui, c'est ça. Il y a un côté mimétique, hein, je veux dire, on a tous envie d'être acceptés par notre groupe social. On a envie aussi de faire partie de la norme, de faire un peu comme les autres, même si on veut être différent. Mmh. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent être différents des autres en achetant des Nike bleus, parce qu'elles ne sont pas de la même couleur. Mais quand même, c'est des Nike. Mmh. Donc, quand même, tu es comme les autres, mais quand même, tu es différent. Voilà. Oh, il est beau ton jean, c'est quelle marque? Oh, bah, c'est donc, il n'est pas comme les autres. Mais c'est un jean, il est comme les autres aussi. Donc, biais de conformité, biais de preuve sociale. OK. La question, c'est où est-ce qu'on laisse, notre instinct grégaire, nous dominer, finalement? Parce que moi, par exemple, je porte des jeans, donc Oui, j'ai l'instinct grégaire sur le port du jean, puisque porter des jeans, c'est franchement pas très original ni atypique. Par contre, sur le genre de situation qu'on a vécu en 2020, c'est vrai que même ceux qui portaient du jean, parmi eux, il y en a qui ont dit non. Parce que tout à fait. la question était beaucoup plus grave que de porter un jean comme son voisin. La question était de laisser rentrer dans son corps quelque chose qui était inconnu, expérimental et dont on savait peu de choses finalement. Oui, mais si tu te souviens bien, tu pouvais faire partie, du groupe, des vaccinés. Donc le groupe qui était valorisé socialement. Tout Le à bon groupe, les bons citoyens. celui qui avait la carte VIP. Voilà, je sais pas si tu te souviens, il y avait des affiches avec, quelqu'un qui a un petit pansement là, c'est-à-dire: «Ouais, tu vois, je fais partie du club, je fais partie du groupe, je suis comme les autres, Exact. comme les bons citoyens». Et tu parles d'instinct grégaire, moi je n'utilise pas ces mots-là parce que techniquement, c'est pas tout à fait juste. Ah, La grégarité, c'est le fait d'avoir besoin de,
beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances sociales, de voir beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont très grégaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de copains, qui vont brasser beaucoup de monde, ce sont des gens très sociaux, et des gens qui sont peu grégaires, donc plutôt solitaires. Donc ça n'inclut pas l'idée de suivisme? Non, 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 Je le ça tiens. en psychologie, je parle en D'accord. psychologie pure, c'est pas tout à fait, mais après dans le langage courant, moi Ça a ce que été je dis, déformé dans le langage courant, c'est ça? Ouais, le peut grand public l'utilise autrement en tout cas. voilà, mais bon, c'est pour ça que je mets juste un petit point, mais c'est juste C'est technique. intéressant. Après, je pense que tout le monde comprend, ce que tu veux dire. Par contre, pendant les confinements et quand on n'avait pas le droit de voir ses copains et cetera, j'ai dans l'idée que les personnes les plus grégaires, donc les personnes qui avaient vraiment besoin de beaucoup de contacts sociaux, elles ont dû avoir beaucoup plus de mal que les personnes solitaires. Ça a été les plus en souffrance, certainement. Peut-être bien, Mmh hein. mh. Très bien. Donc là, Heu, on voit que le oui, biais de conformité de preuve sociale, cette oui, espèce de oui. gré de troupeau, d'un sein de troupeau là, on le retrouve encore aujourd'hui, mais utilisé différemment à d'autres fins. Alors ça, je le reçois par mail régulièrement et je vois arriver le loup. La grosse carotte, eh oui. Oui, Ici, on va marquer l'identité numérique La Poste, le réflexe de connexion déjà adopté par 7 millions de personnes. Waouh, c'est beau! nudge, Ah nudge. ouais, complètement, complètement. Comment ça marche? Ben, on vient d'en parler, c'est le biais de conformité, donc tu as envie de faire comme les autres, c'est un peu Mmh, normal, tu as envie de faire partie du club. En plus, il y a 2 jolies filles, qui sont mmh, peut-être issues d'une agence de mannequins, je sais pas ce qu'elles font là, mais en mmh. tout cas, elles sont là. C'est Heu, vendeur. des vendeurs, Mmh. et 7 millions de personnes, c'est beaucoup. Donc ça marche. Alors qu'en fait, c'est faux, parce que si je mets l'identité numérique, déjà adoptée par 10 de la population. Et 10 de jeunes, c'est-à-dire que c'est pratique et si tu le refuses, c'est que tu es technophobe, réac et ringard et un peu vieux, finalement et un Oui, peu nul. c'est vrai, c'est vrai. C'était dans la case des losers, Totalement. et dans le mauvais groupe social, Mmh, celui qui est, connoté négativement. mmh. Mais là, on voit qu'on a transformé les chiffres, parce que 7 millions de personnes, on dirait que c'est beaucoup, mais c'est, 10 de la population. 10 de la population, c'est pas beaucoup. Donc si je te mets 10, ça donne pas envie, mais si je te mets 7 millions, ça te donne envie. Oui et si toutefois c'est vrai en plus, c'est même pas vérifiable. Ah, je ne sais pas. Ah là, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Mmh Là, mh. je fais juste un petit peu de décryptage. Mais Donc bien on sûr. a encore la même méthode réutilisée. C'est pour ça que moi, je voudrais que tous les citoyens connaissent ces méthodes. Voilà. Il faudrait finalement mettre à l'école, comme discipline obligatoire, le décryptage de l'ingénierie sociale, mais évidemment ce ne sera jamais au programme. Ah non, bien sûr que non. L'école est un outil d'ingénierie sociale. Et donc, tout ça, ça va nous amener à parler des normes sociales. Donc on arrive, sur les normes sociales. Moi, je pense que c'est très important, parce que j'ai le sentiment que, ces attaques sur le corps social de la population française passent beaucoup par, des effets de normalisation et de normes. Donc, pour comprendre ce que c'est une norme sociale, bon, il y a une petite définition de Muzafer Sherif, un excellent psychologue. Moi, je suis fan de ce type. Les normes sociales regroupent l'ensemble des règles et des prescriptions portant sur la façon de percevoir, de penser, de sentir et d'agir. Donc, de penser. Les normes sociales influencent notre pensée. Ça, c'est très important. Ce sont des échelles de référence ou d'évaluation qui définissent une marge de conduite, d'attitude et d'opinion permise et répréhensible. Donc, quand on parle de la doxa, quand on parle, de ce que le gouvernement dit qu'on doit penser, ça, c'est de la norme. Et ces normes vont être diffusées à travers les outils de normalisation tels que télévision, radio, TV, école, beaucoup, hein. L'école fait beaucoup de normalisation, Mmh. et à tel point que, du CP à bac+3, plus de 60 de ce que tu apprends, c'est de la norme. Enfin, Donc il n'est le même pas nécessaire de créer un ministère de la pensée finalement, non, on l'a de la déjà, vérité. on l'a déjà. Mmh. Hein, c'est déjà en place depuis longtemps. Hem, Dès la petite enfance, on apprend à, ne tape pas sur ton, collègue de classe, hein, on ne met pas les pieds sur la table, fais tes devoirs, habille-toi, et cetera, et cetera. Donc, ce sont des choses qui sont, on apprend les normes, même depuis notre toute petite enfance, hein, on tape pas sur maman. C'est plutôt chouette comme norme, Ça c'est plutôt pas mal. c'est plutôt Mmh. pas mal. Des normes, il y en a plein, et il y en a qui sont, très bien, franchement, qui permettent au corps social, à un groupe social d'être, soudé.
hein. Si on a tous des normes différentes, alors ça va devenir très compliqué pour former un groupe social. Mmh mh. Donc, je crois que j'ai mis des petits exemples de normes. Voilà. Exemple de normes sociales, mettre des chaussettes de la même couleur. Donc, moi, j'invite les auditeurs à regarder leurs pieds et à se demander s'ils ont des chaussettes de la même couleur. Ça, c'est une norme. Sortir en peignoir de bain. Là, je pourrais être en pyjama à paillettes ou en peignoir de bain. Ça ne Mmh. changerait rien. Je suis tout à fait qualifié, même si je suis en peignoir de bain. Mmh. Mais si je ne suis pas à la norme de m'habiller le matin quand je me lève, je perds de la crédibilité. On va pas me croire. Être à l'heure au travail, c'est normal. Dans le Japon féodal, se suicider quand ton patron le demandait, c'était normal. Si je vais dans une boîte de nuit, j'aurai tenue correcte exigée. Mais si je vais au club de sport, habillé comme si j'allais en boîte de nuit, je serais pas normal. Ça n'est pas la même norme, hein. Porter L'habit fait le moine, finalement. Oui, tout à fait, c'est l'apparence qui donne, donne ta norme. De la même façon, la façon dont tu t'exprimes, les mots que tu choisis vont dire que: «Ah, toi, tu es issu de tel groupe social». Si tu t'exprimes, hem, au travail comme tu t'exprimes dans ta vie privée, ça va paraître bizarre des fois, parce que c'est pas les mêmes normes. Donc porter un masque, c'était une norme Mmh. et si tu dévies de la norme, eh bien, tu risques une punition. Notamment, on a vu pas mal de cas à l'époque d'agression physique. Une personne qui n'a pas son masque, qui se fait casser la gueule par 5 ou 6 individus, parce Exact. qu'ils sortent de la norme. Et ce qui sort de Tu es la le norme fait peur. vilain petit canard. Tout à fait. Ce qui sort de la norme fait peur, hein. Dans les années 40 ou 50, c'était le rock and roll. C'était pas bien, ça sortait de la norme, de la Mmh. musique normale. Bon, et j'en passe, j'en passe. Hem, donc le nazisme également était basé sur de nombreuses normes. Il fallait être un bon à rien. Bon, ben voilà, je passe les détails. De la Mmh. même façon, être un complotiste, c'est, ne pas être dans la bonne norme. C'est comme être un hérétique. C'est pareil, hein, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie mentale. Tu n'es pas dans la bonne norme de pensée. D'accord? Donc et ça, c'est des normes. Quand on a suffisamment intégré ces normes pour qu'elles soient inconscientes et qu'on n'y pense même plus, on devient normalisé. Par exemple, moi, je suis normalisé. Quand je vais au restaurant, ce qui m'est pas arrivé beaucoup ces dernières années, mais quand je vais au restaurant, je me demande même pas: «Est-ce que je mets les pieds sur la table ou pas?» Ça ne me passe même pas par la tête parce que je suis normalisé. Voilà. Mmh mh. En général, quand je vais, dans un magasin, j'ai tendance à prendre ce que je prends et je le paye. C'est pour moi la norme. Je ne me pose même pas la question de, est-ce que je vais, le prendre mon article et partir en courant? Non, parce que ça me passe pas par la tête. Mais il y a plein de normes comme ça qu'on ne réfléchit même pas. Je me lève Mmh. le matin, je prends une douche, je m'habille, je vais au travail. Voilà, c'est Qu'est-ce que normal. le seppuku? Seppuku, c'est harakiri. C'est la même chose, c'est le suicide rituel. C'est-à-dire quand ton patron à l'époque, les seigneurs, féodales disaient: «Bon, tu as mal travaillé, maintenant tu dois te suicider». Voilà, c'était une norme. Si ton patron aujourd'hui, tu auras un mauvais rapport, te demande de te suicider, tu trouveras ça pas normal. Mais au Japon féodal, c'était normal. C'est accepté collectivement. Bien sûr, c'est une norme sociale. Donc ça c'est une explication de le fait que le gouvernement, les pouvoirs en place utilisent des pressions normatives, hein. Quand tu es seul, non masqué, au milieu de 100 personnes qui portent Mmh. un masque, tu te sens pas bien. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une pression normative. De la même façon, si tu vas dans une soirée blanche où tout le monde est habillé en blanc et toi tu es habillé en vert, heu, tu vas te sentir pas bien, hein. Peut-être qu'on va te le faire remarquer, peut-être pas, mais tu te sentiras pas bien, tu subiras une pression normative. Voilà, c'est une des de ce qu'on apprend en psychologie sociale. OK? Et quand un gouvernement veut changer ses normes, heu, on obtient ce fameux déplacement de la fenêtre d'Overton. Ben, je tendance à penser qu'on d'abord, on déplace la fenêtre d'Overton. Mmh mh. Par exemple, on a avant 2020, dans le code pénal, il y a un truc qui s'appelait le refus de soins. Mmh. C'est-à-dire que tu as une grave maladie, tu te pointes chez le docteur, il a les médicaments, dans son tiroir ou une ordonnance et il refuse de te délivrer une ordonnance pour que tu puisses te soigner. C'est du pénal parce que c'est quasiment l'équivalent, d'un meurtre, hein. De laisser quelqu'un crever devant soi, ça le fait pas. C'est Donc non-assistance à personne en péril, voilà, c'est un peu dans la même idée. état Voilà. d'esprit, c'est l'esprit de la loi. Mmh mh. Voilà, c'est l'esprit. À partir de 2020, on a appris à, il est normal que les docteurs ne soignent pas, les gens qui ont le Covid. Voilà, même c'est devenu même interdit et Ah bah, aujourd'hui écoutez, laissez-nous prescrire, hein. Il y a même un mouvement qui s'est lancé.
tout C'est à ça? fait. Mais c'est devenu de plus en plus normal Mmh. de laisser mourir les gens. Et Mmh. là, on a déjà décalé la fête d'Overton. Aujourd'hui, on va la décaler encore plus pour rentrer les lois sur l'euthanasie. Ok. Donc on décale ces fenêtres d'Overton et après on ramène ça à la normalité. Ça devient normal. Mais d'abord, il faut décaler la fenêtre et ensuite normaliser. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. Ok. Parce qu'il faut que ta norme soit entendable. Donc d'abord, tu la rends entendable et après, tu normalises. Mmh. Ce sont les effets de mode, de fringues aussi, hein. Bien sûr. Mmh. Donc tout ça, ça nous amène à. Enfin, moi, ça me refait penser à la première diapo, hein. 94% des Français estiment avoir été manipulés. Et là, donc, c'est une petite citation du Psychological Operation US Army Doctrine, donc le manuel des opérations psychologiques de l'armée des États-Unis qui Mmh. date de 1971, donc c'était il y a 50 ans quand même, hein. Donc, qu'est-ce qu'une opération psychologique? Définition. Toute forme de communication au support d'objectifs qui ont été désignés pour influencer des opinions, des émotions, des attitudes ou des comportements de n'importe quel groupe, entendu groupe social, dans le but de bénéficier à un sponsor, que ce soit directement ou indirectement. Donc, moi, je pose la question aux auditeurs, est-ce que vous estimez que ça correspond, que ces définitions correspondent à ce que nous avons vécu? Mmh. Moi, j'ai tendance à penser que oui. Ça voudrait dire qu'on a été dans une grande opération psychologique. Une des caractéristiques d'une opération psychologique, c'est qu'elle disparaît comme un paix dans le vent. Voilà. Le Covid était partout, il fallait se méfier, etc. Mais d'un coup, il est parti en vacances pendant un an. Et puis il est revenu. Donc voilà, on a vu que d'un coup, le Covid a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est passé où? C'était une opération psychologique. Je ne dis pas que le fameux virus a existé ou n'a pas existé, hein, moi, c'est pas mon problème. Je dis juste que c'était une opération psychologique. Mmh. Et ça me rappelle notamment, effectivement, j'étais en train de chercher, heu, le fait qu'Édouard Bernays a réussi à faire fumer les femmes, notamment les femmes enceintes. Quand il a travaillé pour une marque de tabac et il a réussi, Oui, dans l'espace public à faire naître des publicités, pour faire lever ce tabou finalement. oui, tout à fait, en donnant 2 choses, c'est-à-dire, un bénéfice secondaire, c'est-à-dire, fumer, c'est être libre, déjà, et d'autre part, en se basant sur la théorie freudienne, du phallus. Parce que donne à une femme un phallus et elle sera contente. Voilà. La cigarette, c'est un petit phallus. Oui, oui, tout à fait. Ça Voilà, peut faire penser symboliquement à ça voilà. En et psychologie, si j'étais freudien, je dirais que là, dans ta main, tu tiens un phallus. mmh, Hein, tu exact, exact. noteras qu'il y a des gens qui arborent, Mmh, avec passion, leur stylo Mont Blanc et le tripotent. oui. Alors moi, c'est pas un Mont Blanc Non, et c'est pas de sûr. besoin de signe extérieur de richesse et d'appartenance, sociale. Donc on peut recommander Propaganda d'Édouard Bernays, Alors, qui doit être un de vos livres de chevet aussi, j'imagine? de chevet, non, mais je suis passé dessus, je l'ai là chez moi quelque part. Par contre, ce que je recommande, le truc, c'est que Propaganda, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, hein, donc c'est Mmh, il y a quasiment un siècle. Donc, ça, en gros, si tu lis ça et que tu apprends quelque chose, c'est très bien, mais tu as un siècle de retard. mmh mh. Ce serait comme comparer les ordinateurs de maintenant aux ordinateurs de 1910. Bon, ils n'existaient pas, mais c'est comme comparer une voiture de maintenant à une voiture de 1930. Mais ça nous apprend quand même quelque chose sur l'histoire et l'évolution des techniques de manipulation. Tout à fait. C'est pour ça que je recommande vivement, bon donc le livre et le documentaire qui est très bien, mais je recommande encore plus, le documentaire qui s'appelle The Century of Self, le siècle du moi ou le siècle du self ou de l'ego, quelque chose comme ça. C'est un documentaire en 4 ou 5 parties, qui commence, donc avec Edward Bernays, c'est la première partie et après il y a de nombreux développements jusque dans les années 80-90 et là on se rend compte que depuis Bernays, ça a drôlement évolué. Et ça n'est pas fini, on a un continent immense qui s'ouvre à nous avec l'arrivée de l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vertigineux. Oui, c'est ce que j'en pense, c'est vertigineux. Pour moi, la question reste toujours la même, qui contrôle l'outil? Mmh. Hein, je j'ai un marteau dans la main, je peux venir chez toi pour te casser les dents ou pour t'aider à construire ta maison. Voilà. J'ai une IA dans la main, est-ce que je vais, t'aider dans ton travail ou est-ce que je vais te sortir du travail? Le truc, c'est que depuis la nuit des temps, l'être humain crée des technologies, d'accord? Il y a longtemps, on utilisait une hache en pierre pour tomber un arbre.
Aujourd'hui, on utilise une tronçonneuse, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite et donc il y a beaucoup plus de chômeurs chez les bûcherons. C'est normal. C'est normal parce qu'il faut un mec avec une tronçonneuse pour équivaloir au travail de 10 personnes avec une hache de pierre. C'est normal. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est une technologie nouvelle, donc ça va créer beaucoup de chômage. D'accord? La question, le problème, c'est pas le chômage, le problème, c'est la gestion du chômage. Mmh. Voilà. Donc, oui, ça va créer un tas de problèmes. La deuxième question, c'est qui se sert de cet outil? Il faut savoir s'en servir un minimum. Sinon, tu es largué et tu perds du pouvoir, pendant que d'autres en prennent. Mais c'est clair que là, ça va être. Ça va être un festival, parce que pour la guerre de l'information qu'on voit actuellement, par exemple, lors de cette guerre en Iran, c'est terrible, en fait, et puis même c'est fascinant, Mmh. parce que hollywoodien, comment réussir, parce qu'à un moment donné, l'œil humain ne pourra plus décrypter une image authentique ou une vidéo authentique d'une vidéo, faite par IA, finalement. Ça devient très difficile. Moi, je commence à plus pouvoir, comme la plupart des gens. Mmh. Mais c'est vrai que quand je regarde les fausses images, enfin les trucages vidéo, que ce soit dans un film, dans un documentaire, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, ça me saute aux yeux tellement c'était mal fait. Mmh. Pourtant, à l'époque, ça me semblait bien fait. Mmh. Il va falloir s'adapter à cette nouvelle modification de notre société si on veut survivre. Oui, c'est comme l'arrivée du chemin de fer ou de l'imprimerie ou de l'informatique, c'est inarrêtable et donc il va falloir faire avec. Mais c'est ce que nous faisons, nous les humains. Mmh. On progresse dans notre technique, justement pour être plus efficace et travailler moins. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Donc, à un moment, il va falloir qu'on révise un peu ce qu'on appelle notre gestion du chômage, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la technique, il y a de plus en plus de chômage. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, le maître mot pour une, espèce, vivante, c'est l'adaptation. Oui, tout à fait. La vie, c'est de l'adaptation. Quand tu ne t'adaptes plus, tu meurs. Et tes descendants avec toi. Ton nid s'efface et tu deviens un dinosaure. Donc, moi j'ai 40 ans, j'ai déjà l'impression d'être un dinosaure parce que j'ai du retard technologique. Je m'en Mmh. sors, je bidouille, mais dans 10 ans, dans 20 ans, je serai vraiment devenu un Largué, diplodocus. c'est ça. Hem, c'est la dernière diapo? Non, peut-être pas. Quasiment la dernière. Hein. Ah voilà, Ah! Le on peut grand auteur, écrivain ah oui. Aldous Huxley, Pourquoi le j'ai mis meilleur ça? du monde. Le meilleur des mondes. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je trouve ça fort à propos. Il y a beaucoup de gens qui croient que nous vivons dans une démocratie. Ah, c'est pas le cas. Nous vivons dans une république. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce petit mot d'Aldous Huxley, d'ailleurs, si tu permets, je vais le dire. Oui, Bon, au moyen de méthodes de manipulation mentale toujours plus efficaces, les démocraties changeront de nature. Sauf qu'on ne vit pas en démocratie. Les formes anciennes et pittoresques, élections, parlement, cour suprême et tout le reste, demeureront. La substance profonde, elle, sera une nouvelle forme de totalitarisme. Tous les noms traditionnels, tous les slogans autorisés resteront exactement ce qu'ils étaient au bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront le thème de chaque émission et de chaque éditorial. Pendant ce temps, l'oligarchie au pouvoir et son élite hautement entraînée de soldats, de policiers, de fabricants d'opinion et de manipulateurs d'esprit dirigeront discrètement le système comme ils l'entendent. donc finalement, le totalitarisme le plus parfait, le plus réussi, c'est celui qui maintient l'illusion de la démocratie. Tout à fait. Là où moi je mets juste un petit point sur cette petite phrase, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, nous ne l'avons jamais été. Nous Non, sommes mais en beaucoup de république. gens croient que nous le sommes, hein. En allant voter, ils en sont persuadés. Tout à fait, mais sauf que l'élection, c'est un processus antidémocratique parce que je donne du pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors que la démocratie, c'est j'utilise mon pouvoir. Exactement, OK? et en plus, on donne des mandats qui ne sont pas, impératifs, donc ils n'ont pas les élus n'ont pas de compte à rendre. Non, tout à fait, mais si jamais, ils n'appliquent pas leur programme, ils sont protégés par la loi, tu ne peux pas les attaquer là-dessus. Tout à fait. Pour moi, la plus grosse arnaque de ces 2 derniers siècles, c'est de faire croire, heu, dans le monde entier, aux Français en particulier, qu'une république, c'est une démocratie. Alors qu'au XVIIIe siècle, le mot démocrate était une insulte. D'accord? Il fallait surtout pas que le peuple ait le pouvoir, et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle une république, donc avec des personnes, une caste de dirigeants, euh, et qu'on ne voulait absolument pas d'une démocratie. Le mot démocratie est né vers les années 1830 aux États-Unis, quand on est passé au suffrage universel. C'est-à-dire que avant 1840-1850 en France, par exemple, c'était un suffrage censitaire, donc c'était des riches qui votaient pour des riches,
là tout va bien. Mais quand on passe au suffrage universel, il faut faire en sorte que des pauvres votent pour des riches. Donc c'est là qu'on invente la démocratie représentative. Ok. Donc ça c'est totalement faux. Et la République, le principe de la République, c'est un système stable d'accumulation de pouvoir, bien plus que la royauté. C'est pour ça que là, aujourd'hui, en 2020-2025, euh, l'accumulation de pouvoir depuis 2 siècles a été tellement formidable que maintenant, on a des personnes qui sont tellement immensément riches et puissantes. Par exemple, Bill Gates est plus puissant que Louis XIV. Très Pourtant, il n'est pas largement. roi. Très largement. Il Et a il a une plus de fortune moyens. qui représente plusieurs PIB, par exemple, de pays. Oui, tout à fait. Et donc, pour moi, la République est arrivée à peu près à la fin de sa mission, c'est-à-dire permettre l'accumulation de pouvoir, et donc doit évoluer et se transmuter en une forme beaucoup plus totalitaire. Parce que bientôt, on n'aura plus besoin de ton consentement. On n'aura plus besoin de te faire croire que c'est une démocratie, puisque Mmh. le pouvoir que la société, que les riches, que les puissants ont sur toi est de plus en plus important, Cette république est en somme une illusion très réussie, qui fonctionne encore qui fonctionne encore, bien sûr. sur la majorité. C'est très très bien fait. Il y a de la propagande là-dessus depuis de nombreuses années. Et moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. La France, c'est une démocratie. Mmh. Voilà. Oui, également, exactement. Hem, j'ai une question, Bien sûr. qui intéresse beaucoup de gens, je pense. Quand vous rencontrez une personne qui est informée par les médias traditionnels subventionnés, qui est convaincue qu'on a été sauvé, heu, de la Mhm. pandémie par nos gouvernants, qui est Ouais. convaincue qu'on vit en démocratie, qui est convaincue que tout ça qu'un gouvernement ne peut pas lui vouloir du mal, qui n'est pas informé, par exemple, de ce qui se passe au Forum économique de Davos, et cetera. Quelqu'un qui vit, on va dire, ce qu'on peut appeler dans cette illusion ou cette forme de désinformation. Mhm. Vous, en tant que psychologue, comment, vous vous conseillez de communiquer? Quelle est la marche à suivre finalement de comment on peut communiquer avec ce genre de personnes pour, faire entrer le ver dans le fruit finalement, semer le doute ou, faut-il j'imagine qu'il faut y aller graduellement, ça sert à rien d'être brutal, parce que c'est dans la communication, c'est quelque chose qui ne marche jamais. Quels seraient vos conseils finalement? Vous, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, comment vous faites Alors, pour c'est la question à 1 million de dollars. Hein, je sais, elle est non, compliquée. non, mais c'est une très bonne question. Je On me l'a peux pas posée m'empêcher de la poser parce qu'il y a plein de gens qui plusieurs. vont me dire: «Il faut poser cette question» et puis c'est Bien sûr, normal. c'est une très bonne question. Mmh, Je vais vous dire comme aux autres, j'ai pas la réponse ultime. mmh, Je peux alors déjà d'une part, braquer la personne d'en face, ça ne marche pas comme tu le dis si bien. Faire preuve de violence ou de crier dessus, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner un petit peu ça? Peut-être qu'on peut utiliser les effets de normes. C'est-à-dire que si cette personne est au milieu d'une dizaine de personnes qui sont pas de son avis, elle va être peut-être plus réceptive. D'autre part, on peut peut-être utiliser, par exemple, le biais de le biais de preuves sociales, technique de nudge, en lui disant: «Bah, ah bon? Mais pourtant, plus de 90 des Français qui sont sûrs d'avoir été manipulés», et là, on utilise la même méthode mmh mh, contre le système. mmh. Par exemple. Après moi, c'est pas une question à laquelle j'ai plus de réponses que ça. Ouais, Hein. c'est pas facile de toute façon. Non, non, clairement pas. Après, c'est beaucoup de la normalisation. Donc si on est plus nombreux à penser jaune qu'à penser vert, on a tendance, les gens ont tendance à convertir leur point de vue en: «Il faut penser jaune» ou «Il faut penser vert». Mais, Le pouvoir change de camp, comme on dit. le pouvoir change de camp, mais ça change beaucoup de camp avec le nombre. Mmh. Et donc, on a moi, j'aurais tendance à utiliser, les effets de normes et de preuves sociales. Dire: «Ben, moi, je suis comme les autres, je pense qu'on a été manipulé, pourquoi?» Voilà. Après, c'est pas quelque chose que je fais au quotidien d'essayer de Ça arrive pas tous les jours, mais c'était une question. d'évangéliser. Mais c'est une très bonne question, c'est une très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. C'est Bah, juste que j'ai pas beaucoup de réponses à ce niveau-là. il y a beaucoup de gens qui souffrent de plus pouvoir justement, aborder ce type de sujet et qui finalement finissent par s'auto-censurer. Bien sûr. Ben, c'est les groupes dominés sont souvent s'autocensurent par rapport aux groupes dominants.
Moi, c'est les groupes dominants qui vont parler plus volontiers. Mais je pense que la balle a déjà changé de camp. Il y a beaucoup de gens qui ne l'admettent pas, mais je pense que la majorité des Français maintenant pensent qu'on leur a joué un tour. Un mauvais Sinon, sinon, ils continueraient à se faire piquer au Covid-19. bien sûr. Il y a un déni, il y a une question d'orgueil. Alors bien sûr, il y a l'orgueil, mais quand tu as été vraiment en souffrance, que ce soit par le déni, la forclusion, il y a plusieurs mécanismes de défense dans ton cerveau qui vont te faire oublier ou t'empêcher de penser à ce qui a été négatif. Hein, souvent, quand on a subi un traumatisme dans l'enfance, on ne s'en souvient plus. Mais il est encore là, il agit sur ton comportement, sur ta personne. Mmh. Donc, il faut les prendre en douceur, j'ai envie de dire. Euh, les prendre en douceur, peut-être leur serrer la main, parce que ça, c'est quelque chose de très puissant auquel la population n'a pas eu droit pendant longtemps. Moi, je sais que j'ai rencontré un monsieur qui était dans le bâtiment, un costaud avec des paluches comme ça. Ouais. Et à l'époque, je lui serre la main. Bichette, il avait la larme à l'œil, il était tout ému parce que, bah, il m'a dit, mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas serré la main, tu vois. J'ai un autre exemple d'un monsieur qui a fait un câlin à une dame qui était masquée, une inconnue comme ça. Non, mais ça suffit les conneries, il lui a enlevé son masque, il lui a fait un gros câlin. La dame s'est mise à pleurer parce que ça lui faisait tellement du bien d'avoir un câlin, tu vois. Et je pense qu'en étant très humain, on a plus de chance, en étant humain et doux, on a plus de chance d'arriver à, le mot convertir n'est pas bon, à Mmh. permettre aux autres de regarder la réalité en face. Et je sais que c'est dur et beaucoup de gens ne peuvent pas y penser, mais on va être obligé de prendre ça en compte pour la suite parce que la grosse mécanique ne s'arrête pas et elle continue. J'ai montré quelques exemples triviaux, là, que ce soit l'identité numérique, Ouais. mais il y a également la, le climat, euh, tous les problèmes de personnes qui pensent qu'ils vont mourir à cause du climat, de la surchauffe des océans. Voilà, c'est un vrai problème. Il faut, faut creuser les sujets et s'informer, mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour ne pas savoir. Mmh. Voilà. Et en parlant de l'avenir, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est les aider à décrypter, finalement, leur donner ces outils pour comprendre les mécanismes. Carrément. Faire un peu de lecture d'images, un peu de lecture critique, euh, par exemple des médias. Il y a, même dans les collèges, hein, certaines personnes qui font ça, c'est pas au programme, mais c'est important de le faire et d'aider nos enfants à prendre le recul nécessaire sur la situation, avec des mots adaptés, avec des sujets adaptés à leur âge, bien sûr. Euh, mais par exemple, là, je suis tombé sur un livre pour enfants qui s'appelle Petit loup veut changer de couleur. Petit loup n'aime plus sa couleur. Donc c'est Mmh. l'histoire d'un petit loup. Il est marron, il en a marre. Donc le lundi, il se met en jaune, en vert, en bleu, en rouge. Et à la fin de la semaine, il en a marre de changer de couleur. Et en fait, tout ce qui compte, c'est qu'il se sent bien finalement comme il était, comme un petit loup marron. Voilà. Pas la peine de changer d'identité ou de genre euh, Mmh. si on peut réussir à s'aimer soi-même. C'est très simplement expliquer à des jeunes enfants. Trouver le bon média pour le bon moyen pour faire passer le message en fonction de, j'ai envie de dire, du sujet cible. C'est vilain, mais c'est de la psychologie. On peut pas faire changer quelqu'un d'avis en lui criant dessus, ça ne marche pas. Mais C'est nos, un chemin, un cheminement qu'il faut laisser il faut faire. les aider à cheminer. De toute façon, nos enfants, on les aide à marcher. On ne marche pas à leur place. Et c'est clair que ils vont avoir besoin d'être vraiment préparés parce que j'ai dans l'idée que le futur sera moins facile et moins joyeux que notre passé. L'enfance aujourd'hui, c'est pas aussi sympa que l'enfance que nous avons vécue dans les années 70, 80, 90. Donc il va falloir être là pour eux et leur donner les moyens et les outils de pouvoir se battre face à ce qui nous attend si on ne fait rien. Lorsque le monde se complexifie Alors, et se complexifie, c'est surtout les outils et méthodes pour nous asservir qui sont de plus en plus puissants et sophistiqué, et sophistiqués donc et invisibles. redoutable et invisible, oui. Les armes invisibles sont les plus efficaces. Tout à fait.
Eh bien, un grand merci Yann Charrier. Je vous laisse le mot de la fin et merci pour cette émission instructive ô Heu, combien. Merci beaucoup Stéphanie de m'avoir invité. C'est des fois difficile de pouvoir, avoir un temps de parole sur des sujets, aussi, désagréables et complexes. Le mot de la fin, je suis pas très doué, pour ça, mais moi ce que j'aimerais, c'est qu'au lieu d'être, aujourd'hui les esclaves de la République de la France, nous les citoyens, commencions à construire la France, au lieu d'être simplement, les sujets de la République. La République, c'est pas la France et la France, c'est pas la République, c'est beaucoup plus que ça. Merci beaucoup Yann Charrier. Merci beaucoup. À bientôt.